You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24e épisode de Cold Facts, un épisode qui bien évidemment vous pensez sera centré sur le match Fribourg-Lausanne, l'acte 3 qui s'est terminé à minuit 24. Greg est très précis à ce sujet, troisième prolongation, 105e minute, but de Philippe Fouret, ça s'est joué sur des détails. Et bien justement nous, on va passer près de 1h10, 20 à parler de tous ces détails. On espère que ça va vous plaire. Et puis, on enchaîne avec les paris sportifs parce que justement, on se dit que ça sera intéressant de parler des matchs du jeudi soir et pas du vendredi soir cette fois. Et puis, on terminera par la série Bienne-Zurich où Zurich menait 2-0 est revenu dans cette série à 2-2 après avoir gagné les deux derniers matchs 1-0 et 2 blanchissages de Jakub Kovar. Salut Greg, je parle pas trop fort. Ça va ? Ouais, non, je parle pas trop, je me dis que t'as dû veiller très tard. Oui, comme tout le monde. Enfin, je pense que nos auditeurs, ceux qui écoutent Colfax sont assidus et donc ont sûrement regardé un bon bout de la nuit le match entre Fribourg et Lausanne qui nous a occupé jusqu'à minuit 24, ouais. Heure du but de Philippe Fouret. Toi, t'aimes bien, t'es précis sur le hockey et sur les heures à laquelle les matchs se terminent. Minuit 54 pour le match de Genève contre Berne. Donc, c'était quand même une sacrée soirée, sans faire d'hommage à quiconque, parce que là, ça fait un hommage pour les gens de plus de 53 ans. Mais c'était quand même assez irréel. Personnellement, c'est pour ça que j'aime le sport, peu importe le déroulé de la partie. Alors, c'est clair que si tu me mets les Pittsburgh Penguins, je vais préférer qu'ils gagnent, mais le principe d'aller jusqu'au bout de soi-même, et on a des questions, hein, forcément qu'on va revenir là-dessus. On va commencer par ça, moi je te propose. Ouais. On parlera du match en lui-même après, mais juste pour placer le contexte pour ceux qui dormaient ou qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Ou qui devaient prendre un bus. Ou qui ont dû quitter la patinoire. Il n'y en avait pas tant que ça. À part ça, j'étais impressionné, minuit 24, et il y avait encore beaucoup de monde. Alors je sais pas s'il y a eu une pression, doubler les impôts de ceux qui se tiraient. Il y a un Ibis à Fribourg. Il y a l'Ibis à côté. J'aurais pu aller voir à côté s'il y a eu des gens qui ont pris des chambres parce qu'ils ont raté leur bus. Ça aurait été une super idée de sujet. Peut-être que non, hein. Peut-être qu'ils m'auraient dit non monsieur, qu'est-ce que vous nous emmerdez. Mais si c'est le cas, c'est un super sujet. C'est toujours la même chose. C'est raté, dommage. Les bons sujets qui nous passent sous le nez comme tu ça. avais aussi le droit de rentrer quand même chez toi. Alors effectivement, mais donc voilà, fin du match très tard, beaucoup de monde encore dans la patinoire, donc ça c'était assez intéressant à suivre. Est-ce que tout le monde a pu rentrer à la maison de manière correcte ? Je ne sais pas, mais effectivement, il y a eu une dramaturgie autour de ce match qui aurait été assez, j'allais dire, qui est impossible si elle est tir au but. Puis en pensant à ça, je me suis directement rappelé de Copenhague, désolé d'en reparler une xème fois. Mais la dramaturgie, elle était là aussi, et on s'en souvient aussi. Et si la Suisse avait gagné au tir au but, eh ben on s'en souviendrait quand même encore plus qu'actuellement. La question, alors, je te dirais, il faudrait poser aux Suédois, est-ce qu'ils se rappellent véritablement de ce match-là, eux qui ont gagné plusieurs de titres, en se disant, ah ouais, c'est le truc gagné au penalty. Finalement, c'est peut-être ça. C'est que nous, ça nous touche tellement parce que c'est la Suisse qui est hyper rarement dans une position pareille, en fait. Ouais, exactement. Puis moi, je trouve que ces buts en prolongation, alors oui, les double, triple prolongation, c'est assez récent en Suisse, ouais. Mais quand même, tu te rappelles de ces moments-là, tu te rappelles du match en triple prolongation entre Genève et Berne, le but de Gilles Montandon pour les plus vieux qui qualifie Fribourg-Gotteron en prolongation du match 6 à Fribourg. Ben voilà, c'est des moments qui sont assez marquants dans l'histoire des clubs, surtout pour ceux qui gagnent. Là, je pense que les Lausannois, ils vont pas s'en souvenir trop longtemps de celui-ci. Quoique, je pense que les Genevois se rappellent encore de leur élimination à la 117e. On a vu sur les réseaux sociaux, oui, ils s'en souviennent bien. Donc, et en même temps, il faut aussi voir le revers de la médaille. La deuxième prolongation, c'était un peu chiant. Mais en même temps, chiant, c'est dépréciatif pour des hommes qui sont en train de tout donner sur la glace. Exactement. Et qui sont à leur limite. Je vais même retirer le mot que j'ai dit. C'était pas chiant, c'était autre chose. C'était pas il y avait une intensité émotionnelle et dramatique qui était très élevée. Est-ce qu'il y avait une intensité physique dans le sens, comme on s'y attend en play-off, des grosses charges? Non, ça, il n'y avait pas. Par contre, l'intensité physique, elle était ailleurs. Elle était à Joël Genadzi qui joue 41 minutes, Fourer qui a 37 ans qui joue 33 minutes. Elle est là, cette intensité-là. Et finalement, alors,
Moi, j'étais dans la patinoire, donc j'ai pas vu les images, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté, j'ai l'impression que je suis une sorte de centrale téléphonique. Des gens qui regardaient le match à la télé m'ont dit, les gros plans sur les visages, c'est vraiment impressionnant à voir, et tu vois qu'ils sont au bout d'eux-mêmes, les gars. Toi, du coup, vu que tu étais devant ta télé, j'imagine que ça t'a marqué. Ouais, puis surtout, c'est Marc-André Berset aussi qui commentait et qui dit « On entend de moins en moins les supporters. » Parce que dans les prolongations, il y a tellement de tension que « Allez, Fribourg, allez, Lausanne, allez. » Puis t'es là, ouais. Tu sens... En fait, dans les chants, tu sens presque les dents qui se serrent. Et quand ça passe la rouge dans le mauvais sens, ça devient tendu. Et les Fribourgeois, dès qu'il y en avait un 1 contre 5, ça commençait à brailler. Ce qui n'est pas tout faux, hein. Passefoire, il marque à 1 contre 5. Donc peut-être qu'il voyait venir le truc, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dès que tu arrives dans ta zone défensive en tant qu'observateur biaisé d'un des deux côtés, tu dis ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Mais cette dramaturgie-là, le terme veut déjà tout dire. C'est qu'on est tellement heureux de pouvoir... Enfin, en tant que, je dirais, journaliste d'une part, parce qu'effectivement, il y a des trucs à raconter qu'on ne raconte pas tous les jours. Donc, il faut bien se dire que quand on met... quand on écrit 15 fois le même article, ou 15 fois les mêmes tournures, ou 15 fois les mêmes choses qui se sont passées, bah là, tout d'un coup, ça fait un événement. Que tu disais que tout le monde s'en souvient, bah nous, on se souvient qu'on a écrit, on se souvient qu'on a pu raconter quelque chose d'autre. Les acteurs, tu vas leur demander, quand on a l'interview de Tim Boson après, je ne sais plus si c'est avant la 3e prolongation ou avant sur RTS, où il est là, c'est les bosons à la carbonisée, quoi. Il est cramé. Mais j'adore ce genre de choses. Parce que tu vois jamais ce genre de choses. Et c'est là que le mec, il dit, bah, c'est dans la tête. Ils vont se reposer 18 minutes. Et je pense que tu es bien content que ce soit pas 15, mais que les 3 minutes de plus de pause... ceux qui doivent rentrer en transport public, ça les fait un peu plus chier, mais ceux qui sont en train de se dire j'aimerais bien avoir 3 minutes de plus de pause, j'ai trouvé que ce début de 3e prolongation, il était plus engageant. Oui. Parce qu'il y avait, ils étaient encore un peu frais. Alors, c'est vraiment les guillemets de circonstances. Mais sinon, effectivement, à partir de la moitié de la 2e prolongation, tu t'en voyais qui étaient à cul, qui arrivaient plus. Surtout, je trouvais que j'avais l'impression que les Lausannois avançaient pas beaucoup, mais que les Fribourgeois avaient tellement peur qu'ils en profitaient pas forcément, quoi. C'est vrai. Puis après, ce que je comprends aussi dans les gens qui critiquent ces prolongations interminables, nous on fait les beaux, on est journalistes. Le lendemain matin, on est toujours journaliste. Puis on a fait notre article tard. On a dormi un peu et puis on recommence. Mais c'est vrai que moi je me mets aussi à la place des gens qui peut-être à 7 heures étaient sur leur lieu de travail ou devaient se lever à 6 heures pour aller au travail. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que vraiment c'est justifiable pour ces gens-là de se dire non mais attends, là c'est n'importe quoi, j'ai encore 3/4 d'heure pour rentrer à la maison, c'est 1h du matin quand j'arrive à la maison. Je comprends les deux aspects. Si on regarde d'un point de vue purement sportif et dramaturgique, moi je suis fan, mais surtout n'arrêtez jamais ça. La question marquée Guy, match un peu long. Non. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire un tiers à 5 contre 5, un tiers à 4 contre... Le deuxième à 4 contre 4, le troisième à 3 contre 3 il serait plus intéressant et puis mieux que des pénaltys. Parce que lui, il donne son exemple des transports publics. Il dit le dernier train, en tant que supporter de Lausanne, il est à minuit. Et je pense qu'on est à peu près la même chose à Fribourg. Donc... Mais moi, alors, ces trucs hybrides, Dieu sait qu'on a gueulé. Comme on a commencé Colfax en 2018, ça existait, je crois pas encore. Non. Puis on a pu commencer à dire enfin, il y a les prolongations à la mort subite. Comme en NHL. Dieu sait qu'on n'aime pas tout ce qui vient d'Amérique du Nord. Tu sais que j'allais faire la même phrase. Dieu sait qu'on n'aime pas tout ce qui... Mais ça, pour moi, ça fait partie du hockey sur glace. Eux, ils ont jamais réfléchi à autre chose. Parce que les pénaltys, ça vient du foot. Et que, finalement... c'est pas le même sport et j'adore voir le fait que ça se joue sur des détails, forcément. Ça peut pas se jouer sur autre chose. Moi, ce que j'aime bien, à la fin du match, on parlait forcément des deux côtés des vestiaires de cette issue, puis Christian Dubé nous racontait que lui, il était... alors forcément, il a rendu hommage aux Lausannois et c'est la moindre des choses, mais il aimait cette issue, cette fin-là, en disant ça aurait été cruel de gérer ça au tir au but. Je déteste quand on dit que les tirs au but sont une loterie, parce que ce n'est pas une loterie. C'est l'équipe qui a peut-être un peu plus de technique, de sang-froid, de je ne sais quoi, un meilleur gardien va s'imposer. Et au moment, à l'instant T, finalement. Et est-ce que c'est moins une loterie de jouer 100 minutes, puis de voir, tu fais 50 coin flip, puis tu regardes de quel côté la pièce va le plus tomber de côté, puis c'est celui-ci qui a gagné. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu ce qui se passe. Il y a des actions des deux côtés.
mais ça demande une prise de risque. Quand Fourer part, il récupère le puck à sa ligne bleue. Qu'en face de lui, il y a certes un trou pour aller jusqu'à la zone offensive, donc il y va. Au lieu de pousser le puck au fond et d'aller changer, parce qu'il est du côté loin, le banc pour le défenseur est loin. Ouais. Donc au lieu d'aller changer, non, il va tenter sa chance. Et il va dribbler Genadzi, il va mettre le but à Boltzhauser. Mais ça demande des couilles, si j'ose dire, à ce moment-là, d'aller prendre le risque de faire ça. Et finalement, oui, c'est une loterie parce que ça peut aller dans les deux sens. Ça c'est aller dans les deux sens. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est un fait de jeu. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, il y a un joueur qui a décidé d'aller gagner le match. Alors, ça a marché pour lui, ça aurait pu marcher pour Francis Paré, qui a une très grosse occasion juste avant, par exemple. Mais pour n'importe qui. Au bout d'un moment, ça aurait presque pu marcher pour Krakowska, parce qu'il n'a pas mis le patin sur la glace, je crois, durant les prolongations, ou Baumgartner. Mais... ou Jordan Bougro, il y en a quelques-uns quand même qui ont bien vu le match du coup, je pense que... Mais bon, on reparlera de ces cas-là un petit peu plus tard. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a eu une prise de décision, il y a eu une prise de risque. Une série de tirs au but, il n'y a aucun moment où tu te mets en danger. T'as ton puck, tu dois aller marquer le but. Si tu rates, ma foi, tant pis, le prochain va y arriver. Là non, si Fourer se fait contrer à la bleue, en fait, tu te retrouves potentiellement en danger dans ton dos. Donc, il y a une vraie prise de décision, prise de risque. Elle a été payante pour Philippe Fourer et Fribourg-Gotteron. Honneur au vainqueur, si on reprend un peu le fil du match. Donc, Fribourg qui est allé chercher cette victoire à la 105e sur ce beau travail de Fourer. Tu as bien expliqué le goal. Donc, avant ça... Mais lui, il a beaucoup mieux expliqué d'ailleurs, à la fin du match. Juste pour... J'ai fermé les yeux, j'ai tiré. Ah non, ça c'était Francis Paré. C'est une image assez rigolote d'ailleurs. Mais non, quand Fourer nous dit « Ah ouais, je tente mon move sur Genadzi », après bon, je me retrouve face au gardien. Je me dis que le gardien va se dire que je vais mettre dans la lucarne opposée. Donc je reviens sur mon revers et je me décide de... Tout ça en quelques fractions de secondes. Ouais. Tu sais pas à un moment si il analyse ce qu'il a fait. Ouais. Ou est-ce qu'il y a vraiment toutes ces prises de décision qui ont été pensées à ce moment. On n'est pas Philippe Fourer, on n'est pas hockeyeur professionnel, on n'est même pas sportif professionnel, donc on se rend peut-être pas forcément compte de ce processus décisionnel qui a lieu en une fraction de seconde, mais c'est intéressant de se le dire quand même. À ce moment-là, quand je suis là, je me dis que le gardien va l'attendre dans la lucarne haut du filet à l'opposé, donc je me mets sur mon revers pour le faire bouger et je la mets entre les jambes. Superbe, moi je trouve ça intéressant quand il vient nous l'expliquer en tout cas. Est-ce que là pour le coup, Boltzhauser, c'est pas de sa faute du tout. Non. Mais le fait de le prendre entre les jambes comme ça, est-ce que il aurait pas pu un peu mieux faire? Peut-être que justement parce que il se dit, il va me la coller en lucarne, puis il a un peu cet instinct qui lui dit que, et dans cette bataille d'instinct, c'est Fourer qui a gagné en la glissant entre les jambes, alors que l'autre il se dit non mais il va. Mais après tu viens à quel degré tu commences à réfléchir, parce qu'après si Boltzhauser se dit attends, il va croire que je vais faire ça, donc je vais faire ça parce qu'il croit que finalement tu t'en sors cinéma, plus. En études de cinéma on dit faut pas faire la psychologie des personnages, faut pas penser à la place des personnages parce que ça c'est le scénariste qui sait ce qu'il veut avec ça. Donc j'ai envie de dire qu'il ne faut peut-être pas penser à la place des hockeyeurs, puis garder ce que Philippe Fourer nous a dit. Puis si on veut l'avis de Boltzhauser, on lui demande. Ouais, effectivement, mais c'est vrai que après une défaite à la 105e minute, c'était difficile d'avoir des gens à l'interview du côté de Lausanne. Et je le dis de manière tout à fait... Enfin, c'est pas négatif, dans le sens, les joueurs sont venus, ils ont parlé. Marty est venu à la fin. Marty est venu, Eldner était présent, enfin, Millet est venu... On sait jamais comment on prononce son nom, mais bref, peu importe. Faire des blagues sur son nom, on sait, mais par contre, le prononcer juste, là, il n'y a plus personne. Mais bref. Et vraiment, grand respect pour être venu aux interviews, pour avoir parlé, parce que c'était... Les Fribourgeois sont dans le beau rôle, vu que tu parles d'études du cinéma, ils ont le beau rôle dans ce film qui s'est déroulé mardi soir, parce qu'à la fin, tu viens, tu racontes des trucs, tu rigoles, tu fais des blagues, et puis Fourer qui raconte son but, c'est facile, même s'il a le droit d'être fatigué et puis de dire non je viens pas, mais ils sont tous venus aussi. Mais côté Lausannois, respect à ceux qui sont venus, et je dis pas ça par rapport à ceux qui sont pas venus parce qu'on ne peut pas demander tout le vestiaire, mais c'est dur d'aller vers un gardien et puis dire dis donc tu viens d'en prendre un entre les guibolles, tu m'expliques? Tu peux me raconter le but? C'est chaud quand même, et finalement on va peut-être un peu s'attarder sur Lausanne un tout petit peu plus tard dans cette section. On va parler un peu plus du match globalement et du choix du gardien. Je le dis un peu comme pense-bête pour plus tard parce qu'il faudra qu'on en parle. Mais voilà, la dramaturgie, on en a parlé avant Philippe Fourer. Moi, je trouve
le fait que ce soit lui, je trouve assez intéressant parce que son histoire, il fait une super série. Il fait une magnifique série. Dimanche, je l'avais déjà mis en évidence sur un article de Blick en disant qu'il était terriblement solide. Il joue beaucoup, il joue énormément en box-play. Ouais. Il tient le box-play avec Souter, ils sont très bons sur leur ligne. Il joue beaucoup contre la ligne de Sekac, Fuchs et Berchi. Pas grand-chose à leur reprocher sur cette série du tout, et le fait que Fourer prenne les choses en main et joue ce rôle de leader alors que c'est sa dernière saison en National League. Il a annoncé sa retraite à la fin de saison. Puis peut-être qu'il est libéré, tu sais aussi. C'est possible. En tout cas, il a ses jambes de 20 ans en ce moment, t'as l'impression. Et Souter qui a empêché Paré de marquer le but décisif avec sa canne, en fait, alors que le but est ouvert. Ça, je trouve que Dave Souter aussi fait une bonne série. Alors, moins surprenant parce que sa saison est un petit peu plus complète que Philippe Fourer. Effectivement, comme tu disais aussi, pas le même âge. Donc, on va dire que les vieux, alors je peux causer, moi, je suis grabataire à ce niveau-là, mais Dernay aussi a été très bon. Fourer qui a Di Domenico, tout des trentenaires finalement. Et j'ai eu l'impression qu'un Marchand, par exemple, il tirait un peu plus la langue. Et alors que j'aurais tendance à me dire, tu vois, Boson qui a moins de 30 ans, qui est de 94, Marchand qui est de 97. C'est le numéro dans le dos. Hein. Ouais, alors j'ai pas pensé à ça. Normalement, souvent, tous les joueurs entre 80 et 90, tu sais que dans le dos, ils ont leur numéro. Alors, bien sûr. Dernay 51, c'est juste Dernay. Mais Andrei Bikov, tu vois, c'est la petite feinte. Lui, c'est un malin. Voilà. Mais pour dire que les joueurs qui ont un peu plus de poil au menton sont un petit peu plus peut-être décisifs à ce moment-là, et que les jeunes doivent aussi apprendre. J'ai l'impression, alors qu'on a tendance, dans un match qui dure, de dire attends, les réserves d'énergie, elles sont plus grandes chez Marchand que chez David Dernay. Pas forcément en fait. C'est que parce que comme ça se joue au mental, comme ça se joue à l'économie, comme ça se joue sur l'intelligence, comme ça se joue... c'est peut-être des gens qui ont tellement l'habitude de ce genre de choses, qui ont l'habitude de leur corps, qui vont pas se jeter comme des fous en se disant attends, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Ça, j'ai l'impression d'entendre ma maman qui fait ces grandes maximes, tu sais. Oui. Mais que finalement, elles sont toujours d'actualité. C'est que les gars qui ont de l'expérience savent un peu mieux gérer leur corps, on va dire. C'est exactement ce que racontait Fourer à la fin du match. Il disait, en fait, c'est étonnant que quand tu arrives dans une troisième prolongation, dans quel état mental tu te retrouves. Parce que durant tout le match, tu es justement toujours en train de trouver cet équilibre. En te disant, faut faire les efforts, faut être intense, Puis plus le match avance, plus tu dois commencer à baisser ton niveau d'intensité, en le garder le plus haut possible, tout en le baissant, parce que tu te rends compte que tu as de moins en moins d'énergie. Ça peut passer par des shifts beaucoup plus courts, ça peut passer par des choix plus simples. Tu arrives à la rouge, tu pousses au fond, tu vas changer, sauf à la 105e. Mais exactement, mais c'est presque ça qui me fait dire que des fois, pourquoi il faut attendre les deuxième ou troisième prolongations pour finalement jouer simple. Alors, le jeu n'était pas très bon, on est bien d'accord, mais de temps en temps, tu as envie tu te poses la question pourquoi certains joueurs, dans des matchs, dans le deuxième tiers, dans le premier tiers, ou quand ils sont encore tout frais, pourquoi ils jouent pas aussi simple ? Pourquoi ils se cassent le bonnet à vouloir absolument aller faire un truc spécial, alors que on dit toujours, en play-off, c'est là où les matchs se durcissent, là où les défenses se resserrent, où il faut aller gratter les goals devant. Qui c'est qui marque un but à Lausanne ? C'est Krakauskas. En allant un peu devant le goal avec la quatrième ligne qui met de la pression, t'as l'impression que c'est vraiment finalement très simple et que c'est toujours comme ça en play-off, puisque c'est ce que nous disent les coachs, ce que nous disent les joueurs. Faut accepter de faire ceci, faut accepter de faire ça. Oui, mais alors pourquoi vous le faites pas avant en fait ? Puis pourquoi vous le refaites quand tout devient compliqué, où vous n'avez pas le temps de réfléchir à trop de trucs. Vous dites, moi je pousse le puck, j'essaie de pas faire dégagement interdit, voilà, on change les lignes. Toc, shift court. Ouais, pourquoi t'as fait un shift d'1 minute au premier tiers, puis là, tout d'un coup, t'as la présence d'esprit de faire un shift court. Ça me tue chaque fois. Ouais, dans tous les sports, je me fais souvent ce genre de réflexion. Quand tu regardes une fin de match de basket qui dure 3/4 d'heure, parce que la dernière minute, chaque poussière de seconde est utilisée pour tenter un shoot, parce qu'il faut revenir, etc. Puis il dit, mais attendez les gars, il y avait 48 minutes avant, vous avez foutu quoi ? Puis c'est assez logique que finalement, plus tu te rapproches de la fin, plus tout a plus d'importance que... truc tout bête. 2-0 pour Fribourg. Yecker est dans le coin. Il fait
il foire sa relance et ça donne le but de l'espoir à Krakauskas. Je suis convaincu qu'à la 97e minute, jamais il fait ce jeu-là. Et il sort de la zone et il n'y a pas but derrière. Ouais. Et voilà, parce que tu as peut-être j'allais dire le terme négligence, mais c'est vraiment pas le bon terme, mais tu as peut-être une légèreté un tout petit peu plus grande en sachant que derrière, il reste 35 minutes. Donc, il n'y a pas cet aspect, le terme mort subite, finalement, il est parfait. Si tu fais une erreur, c'est fini. Et cette urgence-là n'existe pas à la 28e et ça mène peut-être justement à certaines décisions qui sont un petit peu moins précises, on va dire. Tu parles de Yecker, on ne veut pas forcément distribuer des mauvais points sur un match comme ça, parce qu'en plus 3-2 après 3 prolongations, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Mais Yecker, j'ai aussi regardé un peu ses stats avancées, c'est il me semble, le plus mauvais défenseur de Fribourg sur le match. Oui, je l'ai aussi trouvé un petit peu on a encensé peine, Fouret, on a dit tout le bien qu'on pensait de Souter. C'était, je crois, la meilleure paire sur ce match. Et que finalement, Yecker, voilà, faudra que lui, il élève peut-être un petit peu son niveau de jeu lors du prochain match. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Yecker, c'était un petit peu compliqué quand il était sur la glace, j'ai trouvé de temps en temps. Chavaya a joué peu d'ailleurs. Ouais, il a que 5 minutes de jeu. Yecker joue presque une demi-heure. Il y a eu le retour de Dufner aussi pour la défense de Fribourg-Gotteron. J'ai trouvé bon, Dufner. Ouais, il a été très bon. Moi, il y a un joueur sur lequel j'aimerais m'attarder 5 minutes quand même, on en parle très peu. Alors que c'est censé être le renfort numéro 1 de Fribourg-Gotteron cette année. Le leader, Raphaël Diaz. Est-ce que le fait qu'on le voit à ce point peu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est discret et pas important ? Ça veut dire qu'il fait le travail de l'ombre et nous, couillons de journalistes, on n'est pas capable de voir tout ce qu'il fait ? C'est quoi ta lecture sur lui ? Je me dis que si on trouve que Dufner est bon, puis vu qu'il joue sur la paire avec lui, c'est parce que Diaz est bon c'est parce qu'il y a Diaz que Dufner est bon aussi, à mon avis. C'est qu'il a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi bon avec lui. Donc, il peut se permettre peut-être de... Et moi, je trouvais que c'était surtout dans l'aspect défensif, en fait. Parce qu'il sait qu'il y a Diaz si jamais. J'ai tendance à me dire que si Diaz, on ne le voit pas, c'est pas forcément très grave. Est-ce que... Bien sûr que c'est pas un poignet de la bleue qui finit, puis tu vas voir... comment dire... sur les stats, ça va se matérialiser. Je pense qu'il est quand même... Il est solide. Enfin... Il y a 3-2, il y a eu 2-0, il y a eu 5-4. J'avoue que je n'ai pas regardé les stats avancées du match du 5-4 pour voir si Diaz est impliqué véritablement sur beaucoup de réussites lausannoises. Il a peut-être moins d'impact offensif, mais ça reste quand même... Est-ce qu'on peut s'en passer ? Est-ce que si on enlève Raphaël Diaz, on se dit que Fribourg sera meilleur ? J'ai pas l'impression. Non, alors ça, je pense pas. Moi, il y a un truc qui m'a assez impressionné le concernant. C'est en fait la tranquillité qui est dégagée quand il est sur la glace. Tu sais, il y a eu pas mal de moments où Lausanne a pas mal pressé la défense Fribourg. Genre, ils ont eu de la peine à sortir de la zone. Et j'ai l'impression... Alors, il y a eu 100 minutes de jeu, il s'est passé tellement de choses que j'ai pas tout noté. Mais j'ai l'impression que quand il était sur la glace, il y avait une certaine sérénité dans les relances. Que, voilà, tu sais que si tu donnes le puck à Raphaël Diaz dans un coin, même s'il est pressé, il va pas faire de conneries, il va pas relancer dans l'axe s'il y a deux Lausannois. D'ailleurs, Sprunger en a fait une belle. Alors tu me diras, il est pas défenseur, mais Sprunger en a fait une belle en voulant justement trop vite se projeter vers l'avant durant la prolongation. Mais bref, Diaz, ça n'arrive pas en fait. Diaz, il va faire globalement et toujours le jeu assez juste parce qu'il a des milliers de kilomètres au compteur. Alors oui, du coup, tu parlais de ménager sa monture. Voilà, il a peut-être plus les jambes de ses 25 ans où il pouvait faire des grands rushs vers l'avant. Mais par contre, quand il faut gérer le puck, quand il faut garder le puck dans tes rangs en zone défensive, faire une relance propre, ne pas brusquer le jeu, mais quand même penser à aller vers l'avant, ça, il sait faire. Mais ça me fait penser d'un coup, je parlais à un moment des anciens, j'ai oublié Gunderson finalement et Diaz, aussi en défense. Gunderson, Diaz, Fourer, qui sont en fait les trois piliers sur les trois blocs défensifs, avec Desharnais, avec Sprunger, avec même presque Dido aussi qui a 33-34 ans. Là, je fais vite la comparaison avec Lausanne en me disant Eldner, Frick, tout ça c'est des gars qui sont quand même relativement jeunes. Glauser est plus jeune. Alors Genadzi, lui, il a dépassé, effectivement, il est 88, il a dépassé la trentaine. J'ai l'impression que, oui, alors Lausanne a perdu. C'est toujours le vaincu qui sort la tête basse d'un match comme ça, puis normalement on dit
là tu ramasses parce que ben voilà, c'est encore plus dur quand tu as perdu. On verra. Je me réjouis quand même de voir le match de jeudi, forcément, comme un peu tout le monde, mais de voir à quel point les joueurs, les défenseurs fribourgeois assez âgés vont gérer ce match. Dubé a mieux finalement géré son temps de glace en mettant Chavaya finalement au 7e. Lui, il jouait avec 7 défenseurs. Chavaya Faut le dire vite. Hein. Il a 4 minutes 50 de temps de jeu. Je suis d'accord. Mais de l'autre côté, c'est 6 défenseurs. Donc, avec effectivement un Gennady à 41 minutes. Donc, là, j'ai pas trop compris non plus. Mais ça aussi, on parlera du côté lausannois. Je me réjouis de voir ces défenseurs-là contre Lausanne jeudi. Ouais, c'est une très bonne observation parce que Philippe Fourer, il peut pas enchaîner des matchs comme ça tous les 2 jours. On verra, mais... Dernay, vu comme il patine... Bah, il est intelligent. Exactement. Je m'inquiète un petit peu moins pour lui. Alors, je suis pas vraiment inquiet pour Fourer. On l'a vu à la fin du match, il avait l'air encore assez fringant. Hein. Oh, je l'ai pas vu ce matin. C'est comment il marchait, mais il avait l'air globalement assez bien. Pardon. Et comme tu disais très justement avant, quand tu gagnes, tu as 3-4% de batterie en plus qui viennent s'ajouter à ta jauge. Sauf que, on le sait aussi, le jeudi soir à 20h, t'oublies que t'as gagné, on repart à 0 aussi. Ah, on repart pas à 0, on repart à 1-2. Oui, non mais... Au lieu de repartir à 2-1. Et c'est une différence qui est monstrueuse. C'est que jeudi soir, et finalement c'est ça, bon, on le disait pas là parce qu'il n'y a pas eu d'épisode, mais on se le disait, je crois, après le match 2 à Lausanne, bah en fait, la pression vient complètement de changer l'épaule. Vu que Lausanne avait gagné à la maison le 2e match, hop, maintenant c'est à vous d'aller gagner à la maison. Et Fribourg vient de refaire exactement l'inverse, de renvoyer ça du côté de Lausanne. Et Francis Paré me racontait à la fin du match qu'il aimait bien ces séries en Suisse, parce que c'est la première fois qu'il... Voilà. Oui, non, il avait connu ça avec Genève. Mais il a beaucoup joué en Amérique du Nord, il a beaucoup joué en KHL, où c'est du 2-2. Et 2 matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur, voilà. Exactement. Puis il dit, c'est dur ce genre de format-là, parce que tu as vite moyen de gagner un momentum, et c'est lui qui a utilisé le terme. Il a le droit, lui, nous on n'a pas le droit, mais lui il a le droit d'utiliser le terme momentum. Et il dit voilà, là c'est 1-1, donc c'est beaucoup plus intéressant à suivre, et il y a moins ce genre de 2 matchs à la maison, tu peux vraiment bâtir quelque chose, puis mettre une grosse pression sur l'adversaire. En NHL par exemple, c'est 2-2. C'est pas du tout comme en Suisse. L'avantage de la glace, tu peux pas partir du principe qu'une équipe va facilement mener 2-0. Non. Parce que les match-up, parce que les trucs, donc justement, ils ont le temps de s'habituer. Là, quand même, le fait que on a assez parlé de l'ambiance, et faudrait voir, mais à Rapperswil, il y avait 6100 personnes, et à Bienne, il y avait 6100 et quelques. Il me semble que c'est pas guichet fermé à Bienne, parce que ça doit être plus autour des 6500. J'étais un peu déçu, parce qu'en plus, c'est une série qui est serrée, contre Zurich et tout. Rapperswil, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu plus que 6100 aussi la jauge maximale. Par contre, alors dans le derby, c'est tout le temps plein. Ouais. Et c'est les plus grandes enceintes. Et c'est les plus grandes enceintes, exactement. Et ça fait vraiment... c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, qu'on aime ça. De voir que les gens sont taqués pour ça. Ouais, c'était d'ailleurs assez à la fois rigolo et un peu triste de suivre... Les chambrages pré-match 2 à Lausanne. Oh, vous n'avez pas rempli votre patinoire en moins de 46 secondes comme nous les Fribourgeois. Puis Lausanne nous disait, ouais, mais nous, elle est plus grande. Et nous, on a tant d'abonnés. Parce que c'est clair que si tu as 2000 places à mettre, à l'autre, ils en ont 4000. Mécaniquement, voilà. Ce qu'on doit retenir au bout du compte, c'est qu'en fait, c'est une pub qui est fantastique pour le hockey roman. J'ai l'impression de paraphraser Marc-André Berset qui aime beaucoup parler du hockey roman, mais il nous écoute pas. Donc mais le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Comme il nous le dit à chaque épisode quand il va nous faire le plaisir de passer à notre micro. On espère qu'on aura ça à Helsinki. Exactement. Mais tout ça pour dire que 9000 personnes, grosso modo à Fribourg, plus de 9000 personnes à Lausanne dans le match 2, et il y aura également, c'est déjà plein pour le match 4. Et le match 5, ce sera plein aussi, parce que c'est à Fribourg. Exactement, c'est superbe. Il y a des ambiances qui sont géniales, il y a de l'émotion, mais... on va passer à Lausanne un peu juste après, mais pour être un peu plus global là encore, il y a de l'émotion, mais moi j'aime bien, c'est que sur la glace, c'est propre. Exactement. C'est beaucoup plus propre sur la glace que sur Twitter.
Alors absolument. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça m'agace vraiment. Et qu'à Zurich bien. Mais oui, vas-y. Ouais, non, mais c'est agaçant d'avoir les guéguerres. Je comprends le petit chambrage, mais après, des fois, ça tourne au vinaigre parce qu'il y en a qui ont le chambrage ils s'énervent vite. Et du coup, on passe vite sur du chambrage qui est plus drôle du tout. Et j'ai l'impression, alors ça c'est personnel, mais que les meilleurs chambreurs et ceux que je préfère suivre sur les réseaux sociaux en termes de supporters, c'est les supporters genevois parce que j'ai l'impression qu'alors ils acceptent bien plus volontiers la critique. On les traite de frontaliers, de machin et tout, et des fois ça vole vraiment pas haut. Justement, frontalier, ça vole pas très haut. Paysans de l'autre côté, machin. Mais au moins, ils acceptent bien la critique. En gros, je te vanne, tranquille, tu me vannes en retour, c'est normal, je l'attends. Et que c'est un peu plus... c'est presque un peu plus sain, finalement. Et que c'est dommage qu'ils aient été éliminés un peu trop tôt par Lugano, parce que je trouve que c'est un peu plus agréable, des fois, d'avoir... De lire un fil avec leurs supporters. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'adore cette série-là, j'adore tout ce qui se passe autour, mais c'est vrai que tu peux pas faire un tweet sans que derrière il y a une guerre entre un Lausannois et un Fribourgeois. C'est assez... mais en même temps, c'est intéressant à suivre. Je comprends... sociologiquement, ouais. Je comprends cet aspect un peu émotionnel, mais pour revenir à mon point de base, sur la glace, c'est propre. Il y a des mauvais coups parce que c'est des matchs de hockey. Ouais, mais alors... Mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'attentat sur la glace, il n'y a pas eu de grosses charges, il n'y a pas eu de tentative de grosses charges, d'attentat, on va dire aussi. Il n'y a pas de méchanceté, j'ai l'impression, dans le jeu. Il y a des émotions, il y a des coups, ça bagarre, mais ça bagarre proprement. Et ça, je pense qu'il faut aussi donner du crédit aux deux équipes. Mais oui, parce qu'à un moment, on se disait, avec certains joueurs, ah bah ça peut peut-être partir. Lausanne avait quand même un petit passif avec Barberio, par exemple. Alors, il n'est pas là, donc... Et c'est un peu assez sympa de ne pas passer, aucun des deux clubs passe pour le grand vilain. Ah, puis c'est ci, puis c'est ça. Donc au moins, là, et c'était pas gagné, hein, parce que vu la tension, justement, et j'ai trouvé qu'aussi, on sait que les arbitres sifflent moins en prolongation. Ils veulent en tout cas pas être la focale et être ceux qui vont décider d'un match. Oui. Honnêtement, les pénalités... Alors, moi, la pénalité de Di Domenico, parce qu'il queen... Ouais, je me dis, effectivement, la psychologie du truc... Maintenant, je crois que toi aussi, t'avais remarqué... Enfin, il était hors-jeu. C'est un fait. Oui. Si tu reviens 3 fois pour dire à l'arbitre, et on sait pas en quel terme, et l'arbitre peut-être dira... Non, mais le nombre de fuck auquel j'ai eu droit, là, ça commençait un peu... Je lui ai dit de se calmer. Il s'est pas calmé. Il revient 3 fois à la charge. Au bout d'un moment... il doit faire avec. Alors, moi, je me disais, mais peut-être que tu m'as dit, je suis pas sûr que ce soit encore toléré, c'est de mettre 10 minutes de méconduite. Comme ça, tu n'influences pas le jeu à 5 contre 5, mais tu prives Fribourg de 10 minutes de Di Domenico. Et quand tu es fatigué, puis que tu joues à 3 lignes, tu peux pas mettre ton Di Domenico, puis tu dois en mettre un autre. Donc, finalement, tu es aussi pénalisé. Un petit peu moins directement, mais voilà. Mais si ça n'existe plus, puis qu'on peut plus mettre de 10 minutes de méconduite... Moi, je suis assez favorable à ces 2 minutes. Elles te pénalisent beaucoup plus. Qu'un 10 minutes, voilà, l'autre il va se calmer pendant 10 minutes sur le banc, mais voilà, la belle affaire. Là, concrètement, il peut coûter le match. Il coûte quasi le match à son équipe si Berra, il est vraiment très solide, Berra, d'ailleurs, au passage sur cette série actuellement. Breaking news. À Lausanne, tu te dis, ouais, peut-être qu'il a... Il y a le but de Boson. Il y a le but de Boson, il doit l'avoir, mais globalement, les 2 matchs que Fribourg gagne, Berra est dominant. Et oui, Di Domenico, au bout d'un moment, tu sais que les arbitres, ils tournent dans le pif. T'as le droit de dire que t'es pas content, t'as le droit de lui dire un truc. L'arbitre, il dit calme-toi, j'ai sifflé, tu vas rien. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est sifflé. Quoi ? Ah ouais, pardon, je me suis trompé. Alors on te donne 2 mètres d'avance, puis tu vas tenter de marquer. Non mais sérieusement, au bout d'un moment, et c'est beaucoup plus facile à notre position. On est à 50 mètres de la glace, en haut de la tribune. J'ai complètement conscience de ça. Mais c'est son job, au gars. C'est son job de leader de Fribourg-Gotteron, c'est l'un des leaders, de pas coûter potentiellement le match à son équipe parce qu'il a insulté un arbitre. Non, t'as le droit de lui dire ton fait, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit, même s'il a tort, mais le fait qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est pas grave. Ouais. Il se sent floué. Et je pense que sa colère est pas plus justifiable s'il n'y a pas hors-jeu.
Et si la décision de l'arbitre est fausse? Non, il s'est trompé, lui aussi a le droit de se tromper, ça, il faut jamais oublier que l'arbitre a le droit de se tromper. Oui, les émotions sont hautes, oui, c'est la 72e minute, tu te dis que là, et surtout qu'il est convaincu qu'il allait marquer derrière, c'est sûr. Et il a raison, peut-être. Mais voilà, c'est un fait de jeu, et c'est la double peine. Tu penses que tu as une grosse occasion de but, puis tu te retrouves à être 2 minutes à 4 contre 5. Non mais, calme-toi. Et c'est là où j'espère qu'il s'est pris une secouée durant la pause dans le vestiaire, parce que je trouve pas que c'est tolérable. D'ailleurs, on a une question. Que pensez-vous de l'arbitrage sur Fribourg-Lausanne de Fred Maranda? Bien sûr qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Elles ont été mises en lumière sur les différents plateaux, notamment lors de la victoire lausannoise, quand il y a le 3-3 de Marchand, il jette la canne de Milly qui est un peu là à se dire « Oh !» Et du coup, sous terre... plus de canne, Milly trébuche, donc Souter peut déborder, donner à Marchand qui égalise. C'est clair. Et puis il y avait, lors du premier match, là aussi sur Milly, où c'est plutôt Desharnais qui fait faute. Derrière, Berchi marque. Le but est refusé parce qu'il y avait une faute au préalable, selon les arbitres. Ma foi, si on n'accepte pas les erreurs des arbitres, à ce moment-là, on arrête de jouer, on dit on donne la victoire à l'équipe qui commence alphabétiquement ou bien qui joue à la maison. Voilà. Il y a un supporter fribourgeois qui m'a écrit ce matin pour faire une blague en disant mais qu'est-ce qu'ils gueulent sur l'arbitrage des Lausannois? De toute façon, quand ils sont en powerplay, ils marquent pas. Donc qu'est-ce qu'ils veulent, des pénalités pour Fribourg en plus? J'avoue que ça m'a fait un petit peu sourire. C'est un fribourgeois, il a le droit de le dire, disons. Nous, on est plutôt là pour constater qu'effectivement, on en parlera du powerplay, mais... Oui, ça viendra. on est effectivement, est-ce que l'arbitrage est irréprochable? Je ne pense pas. Est-ce que le but de Berchi devait être validé? Oui. Est-ce qu'à 2-1, ça a changé le match? Je pense. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'arbitrage qui fait que Fribourg mène 2-1 actuellement. Non. Je vois pas ça comme ça. On a une question pour continuer sur ce thème d'arbitrage. Avant de passer à Lausanne, un peu plus précisément. Que faire pour améliorer l'arbitrage, Fabrice Portman? Je suis assez mal placé personnellement pour juger de ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que déjà peut-être d'avoir peut-être plus de joueurs, d'anciens joueurs peut-être, ou bien tout simplement plus de candidats aussi qui accepteraient de venir, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'arbitres étrangers maintenant, finalement, dans le championnat suisse. De ce que j'entends, il y a pas mal de grabuge dans le microcosme des arbitres romans. Il y a eu des arrêts de carrière, il y a eu des arbitres que tout à coup on n'a plus vus. Et là, je sais que du côté des arbitres en poste et plus en poste, la direction d'Andreas Fischer est assez critiquée. C'est pas un milieu où tout se passe très très bien, de ce que j'entends. Alors après, est-ce que ça transpire sur la glace? Peut-être, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'arbitrage en Suisse? Oui, je pense effectivement que la direction d'Andreas Fischer ne fait pas l'unanimité. Après, en même temps, tu me dirais, est-ce qu'un chef est là pour faire l'unanimité? Je ne suis pas d'accord non plus, je ne suis pas convaincu non plus. Mais toujours est-il qu'il y a sûrement moyen d'améliorer. Moi, au-delà de ça, est-ce que vraiment c'est l'arbitre qui prend des mauvaises décisions Oui, mais est-ce qu'on leur donne toutes les chances de prendre les bonnes décisions? Alors on va revenir sur la vidéo, mais ça, ceux qui écoutent Colfax, ils savent, on va pas refaire tout le truc. Tout à fait. Je pense que juste une war room où tu peux disculper l'arbitre sur la glace de certaines grosses décisions en disant voilà, ça, vous pouvez juger en 2 secondes s'il y a hors-jeu ou non. On n'a pas besoin d'aller foutre un masque en plus, parce que la consommation de masques sur certains matchs pourrait rajouter un 10e de seconde en fin de match. C'est un peu pénible. Souvent, ils vont regarder pour le timing, effectivement. Voilà. Et là, ça, c'est le genre de décision. Tu n'as pas besoin d'envoyer 2 gaillards sur le banc des pénalités. Tu as ta war room qui fait ça en un claquement de doigts, qui dit tac, à ce moment-là, on rajoute de 0,8. Ça m'a pas l'air insoluble comme problème, et je pense que ça résoudrait quelques soucis, pas tous, mais ce que tu dis est très juste. L'arrivée d'anciens joueurs comme arbitre pourrait vraiment faire un bien fou. Je sais qu'il était très critiqué durant la saison, mais Hurliman est un ancien joueur qui maintenant a gravi les échelons. Absolument. Le pauvre Hurliman, chaque fois qu'il donne une pénalité contre un club qui joue contre Rapperswil, alors là c'est oh mon Dieu, c'est un ancien de Rapperswil.
il faut aussi l'accepter. On veut des anciens joueurs parce qu'ils lisent mieux le jeu. Ouais, mais ils ont été joueurs, donc ça veut dire qu'ils ont en fait joué. Très juste. Donc Didier Massy, il a joué à Lugano. Est-ce que d'un coup, il va être partial en faveur de Lugano? Non, lui, on l'envoie un samedi à Rapperswil. Non, mais c'était incroyable. Ça, son âge, il a quoi? Bientôt 60 ans. Il a dit qu'il comptait jusqu'à 60. On le fait encore appel à lui. C'est peut-être aussi qu'on se dit, tiens, il a la psychologie, parce qu'on parle souvent de la psychologie des arbitres, de dire comprenez un peu mieux le truc. Peut-être qu'un Didier Massy, s'il est sur la glace, puis que l'autre il piaille, il va se dire comme il nous expliquait des fois quand on est sur le plateau de Pécaliste, une fois avec Johan Morand, qui est un spécialiste des bonnes charges, qui est souvent sur le banc des pénalités, début de match, lors des échauffements au football comme ça, il se croise, puis il lui dit Johan, ce soir, tu te calmes. Ouais. Puis après, 5 minutes, bam il lui dit non mais Johan quoi, ouais. Voilà, ça c'est le genre de truc, même avec des anciens joueurs, voilà. Mais il va falloir accepter que certains anciens joueurs ont joué dans les clubs, ou alors tu prends des joueurs qui ont fait la moitié de la Suisse. Je sais pas, tu prends Daniel Manzato, je te donne un exemple Manzato parce qu'il l'a dit au live des Pécalistes que il pourrait s'imaginer être arbitre plus tard, et je le trouverais super dans ce rôle-là. Il a joué à Berne, il a joué à Fribourg, il a joué à Genève, il a joué à Ambry, il a joué à Bâle, ça ne nous intéresse plus trop. Il a joué à Rapperswil, il a joué à Lugano. Ouais, lui, c'est bon, en fait, il peut presque être arbitre. Dans les prérequis, c'est si tu as joué dans au minimum un club sur 2 en National League, tu peux devenir arbitre. C'est comme pour retirer le maillot dans certains clubs, tu as les listings et tout, alors est-ce qu'il remplit les conditions? Oui. Donc voilà, Daniel Manzato et d'autres. Il y a eu Julien Staudenman qui a gravi les échelons aussi assez rapidement. C'est le genre de profil qui peuvent peut-être effectivement aider à ce que l'arbitrage soit un petit peu meilleur. Si on prend Lausanne maintenant, qu'est-ce que Lausanne a fait de faux? Est-ce que Lausanne finalement a pas laissé échapper la victoire? J'ai l'impression qu'en réfléchissant juste comment ça s'est passé en prolongation, Fribourg a eu une chance en powerplay, du coup on se dit Fribourg là tout d'un coup ils ont une chance, ils la ratent. Après Lausanne a une chance en powerplay, mais juste avant le but de Fourer, il y a un powerplay lausannois. Ouais. Et pour moi, du coup, Lausanne perd le match là. Parce que à bout d'un moment, je sais pas combien de minutes ça fait maintenant qu'ils n'ont pas marqué, c'était 14 minutes 10 avant, on est à quoi? On est peut-être à 22 minutes sans marquer. C'est assez impressionnant d'avoir cette stérilité-là. Et finalement, presque de se dire, powerplay pour Lausanne. Ouais, bon, alors en tout cas, il risque pas trop d'être dangereux. D'ailleurs, je pense que Christian Dubé fait une erreur dimanche à Lausanne. Quand tu es mené d'un but et qu'il reste 2 minutes à jouer, tu prends une pénalité. T'envoies un gars... 6 contre 4. Là. Ouais, t'envoies un gars sur la glace, tu dis, tu me fais un gros slashing. Ou t'en envoies 8 sur la glace. Allez, surnombre, on veut 2 minutes. Non, blague à part, ça devient un peu triste de voir Lausanne. Et sur le match à Fribourg, je ne les ai pas trouvés si mauvais dans l'entrée en zone offensive, dans la capacité à s'installer. Je ne les ai pas trouvés toujours très bons ces derniers temps. J'avais compté, je crois, 4 powerplay, il y en a quand même 1 ou 2. Puis il y a 1 ou 2, ça allait mieux. Exactement. Il y a un petit peu de mieux. Et d'ailleurs, je crois que je t'ai écrit à un moment, là, je viens de mettre un tout petit peu d'argent sur Lausanne. C'était à la fin du match, du premier match des 60 minutes. Il y a un powerplay pour Lausanne et là, je t'ai dit, là, je les vois bien marqués parce que tôt ou tard, c'est l'histoire de l'horloge cassée qui donne 2 fois l'heure juste par jour. Tôt ou tard, ils vont quand même en marquer un. Non, ils n'arrivent pas. Et j'ai vu pas mal d'articles à ce sujet. Il y a notamment eu un article intéressant de Jérôme Renard dans 24 heures à ce sujet. Puis au bout d'un moment, est-ce que les profils sont pas les bons? Est-ce que... Ça, je pense que c'est pas forcément ça. J'ai bien aimé ce que Laurent Perroton a dit sur le plateau de la RTS dimanche soir. Il dit on a 5 joueurs et ils sont tout à fait capables. C'est 5 très bons joueurs de hockey, il n'y a aucun problème. Mais c'est 5 personnes qui pensent différemment sur la glace, alors qu'à Fribourg, on a 5 personnes qui savent ce qu'ils doivent faire. On a Sprunger en bumper, on a Desharnais près de la cage, on a Di Domenico qu'on laisse un peu travailler, on a Gunderson à la bleue qu'organise. Chacun a son rôle. On a sur le mur, sur la droite, quand on regarde le jeu, on a Motet avec son tir sur réception. Donc, vraiment, Fribourg, ça marche bien aussi. Ils descendent en zone, ils font remonter à la bleue. Ils l'ont fait 2-3 fois. Je me disais, là, ça va passer. Ça passait pas. Mais je voyais le schéma. Tu sais qu'ils vont le faire comme ça, mais ils l'exécutent tellement bien. Ils ont tellement l'habitude de le faire qu'ils arrivent à le mettre en place. Après, il y a peut-être un peu le côté Fribourg a peut-être eu un peu
les chocottes. Hein, je vais chaque fois dire ton terme du chiassico que je trouve génial. Mais effectivement, il y a un peu ce côté, tu trembles, tu as les mains qui tremblent, un peu plus que de raison. C'est passé sous le radar parce que du coup Fribourg a gagné, on le mettra pas on l'a moins mis en avant quand on parlait de Fribourg, mais vu qu'on parle de powerplay, Fribourg a quand même eu 2 powerplay durant les prolongations et c'est quasi tout le temps les 5 mêmes qui ont joué 2 minutes pleines. C'est juste. Et là dans la gestion, je me demande à quel moment tu dois pas aussi essayer d'envoyer ta deuxième unité un surtout peu plus fraîche. Diaz, hein, Ouais, surtout que t'as Diaz à la bleue, t'as pas des manches non plus. Et là, je pense qu'il y a aussi peut-être eu un tout petit souci. Après, comme on l'a dit avant, hein, c'est Fribourg qui a gagné, donc on va retenir qu'ils ont gagné. Et du coup, on va retenir mais c'est à nous aussi d'essayer de tempérer. Et c'est pour ça se joue sur des détails, Colfax. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas Lausanne a fait tout faux et Fribourg a fait tout juste. Non, il y a eu... ça joue sur des détails. Et vu qu'on parle un peu plus de Lausanne et le powerplay, je crois ils disent comment en anglais, on est en train de battre un cheval mort. Je sais pas comment tu traduis ça de manière littérale en français. Passons à autre chose parce que le powerplay, je crois que c'est pas ici qu'on va résoudre le problème. On peut parler de la rotation des gardiens parce que j'ai une question de Jean-François Knebel qui dit pour moi les ingrédients en playoff, et lui il a un petit peu joué au hockey, il disait un gardien en confiance, une bonne défense et un powerplay. Pour lui c'est les ingrédients en playoff normalement qui doivent pouvoir passer. Alors il a l'impression que la défense de Lausanne est perméable, ça se discute, et que la rotation des gardiens, il se pose la question et puis comment on peut avoir des matchs aussi serrés parce que est-ce que Fribourg se met au niveau? Normalement, il devrait peut-être être plus... il devrait pouvoir se débarrasser de Lausanne plus facilement, selon lui. Ok, intéressant. Alors, moi, je ne veux pas dire ça parce qu'avant la série, je rappelle que j'ai mis Lausanne gagnant 4-2 et je pense qu'on me le rappellera suffisamment si ça ne se passe pas comme ça. Mais donc... Bon, tu vivras avec. Hein, ça, ouais, ça va aller. Ce sera pas la première fois que j'aurais dit une connerie. Mais la rotation des gardiens, mais la rotation des gardiens, c'est un thème très intéressant parce qu'il y a cet aspect du côté de Fribourg où en fait, tu sais, même si le match a duré 105 minutes mardi soir, la question de qui t'envoie devant le filet jeudi soir ne se pose même pas, sauf pépin physique évidemment, mais en santé, t'envoies ton rétourbéra devant le filet, puis tu te dis, bon, tu nous fais ton truc, quoi, comme d'habitude. C'est peut-être aujourd'hui le seul moment dans la série, pour l'instant, où tu te dis, tiens, c'est peut-être Lausanne qui a un petit avantage. Parce que tu peux envoyer un Tobias Stéphane qui n'a pas joué 105 minutes mardi soir devant le filet jeudi. Mais en même temps, ça implique que tu retires le filet à Boltzhauser qui a été très bon. Exact. Donc en fait, je viens de retourner l'argument mais en même temps, tu moi-même. avais retiré le filet à Stéphane qui était vainqueur. Et moi, je partais du principe, je me suis dit, alors maintenant qu'ils ont Stéphane qui a gagné, on va garder le... non. Alors que vendredi, Boltzhauser est bon contre Fribourg à Fribourg. Mais tu le sors pour mettre Stéphane le dimanche. Mais ils ont perdu. Alors, à la rigueur, tu laisses le gardien, tu mets un gardien gagnant. En fait, il ne faut pas perdre un match quand tu es à Lausanne. Parce que... Ouais, mais j'ai l'impression que même s'ils peuvent en gagner un, on voit avec Stéphane, il gagne son match. Hein, mais il n'est pas... c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'épisode de lundi. On aurait dit tellement de trucs intelligents. C'est terrible. Non, blague. Surtout, on aurait dit, mais alors, qui tu vois? Mais alors, forcément, Tobias Stéphane. Non, alors moi, je voyais Boltzhauser. Ok. J'ai pas été surpris de ce choix, je dois t'avouer. Mais j'en ai fait un article, par contre, du coup, à ce sujet, qu'en fait, vu que Foust a gagné, Foust a eu raison de mettre Stéphane, et on a retenu finalement que ça, alors que le choix de Stéphane n'a pas été déterminant, vu que Stéphane n'a pas été déterminant. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il renvoie à Boltzhauser. Ouais. Boltzhauser fait un grand match à 2-0. Sur les 2 buts, il peut absolument rien, parce que c'est les 2 buts en powerplay. Il est mis à 5 mètres du puck, juste parce que Fribourg a très bien bougé le puck. Oui. À 2-0, il fait un gros arrêt sur Dave Sutter, et ça tourne pas le match, vu que le match n'a pas tourné au bout du compte. Mais ça a donné une énorme chance à Lausanne d'aller voler un match à Fribourg. Et finalement, c'est ce que tu demandes à ton gardien. C'est qu'il te donne une chance d'aller voler. Là, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais jeudi, on est John Foust, on est Christophe Alluet, on envoie Boltzhauser en se disant, il est encore frais, il est un peu plus jeune. Ou est-ce qu'on envoie... Il est frais après 105 minutes. Ouais, mais... Je demande. Hein. Ouais, mais il a moins joué que... Ou est-ce qu'on se dit, justement, non, on envoie Stéphane. De toute façon, on sait qu'on peut compter sur lui aussi. Et par contre, lui, on sait qu'on a un gardien frais. Ça, c'est la question. C'est la raison pour laquelle on n'est que journaliste. C'est qu'on ne sait pas. Non, mais c'est difficile. C'est une décision qui est dure. Et en même temps, tu as un problème de riche, entre guillemets, d'avoir deux gardiens, un A, un B, comme on l'a dit un peu toute la saison. Et c'est un avantage en saison régulière.
au moment des playoffs, je me demande si cet avantage du 1A 1B est vraiment présent parce que tu sais jamais qui t'envoie. Et Fribourg va envoyer Berra. Maintenant, comme je l'ai dit au tout début de ce passage, et au bout on va aller nulle part avec cette discussion sur les gardiens, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas de réponse. Mais c'est pas grave, on est quand même là pour faire des théories. Mais je pars du principe que Berra va être suffisamment frais. Mais la question, pour répondre à ta question, tu vas vers Bolshauser, tu regardes comment il va. Puis si il est apte à jouer un match dans des conditions complètement normales, à savoir il est en santé, il est bien reposé, moi j'envoie Bolshauser. Et toi ? J'irais sur l'alternance. En me disant que voilà, on met Stéphane parce que en plus à domicile, il a gagné. C'est lui qui est censé plutôt être le titulaire. En tout cas, c'est lui qui est toujours là l'année prochaine. Devant le public, il a gagné. Il n'a pas fait le match le plus exceptionnel de truc, mais c'est quand même lui qui a gagné. Il a réussi à faire en sorte que son équipe gagne. Donc, mettons Tobias Stéphane. Bon, si on continue sur Lausanne, il y a un point. On l'a souligné les deux, pas de la même manière. On en a déjà parlé avant. Toi, tu as listé les temps de jeu d'à peu près les 8 joueurs, 2 équipes confondues qui ont le plus griffé la glace. Moi, je me suis contenté de mettre Joel Genadzi, 41,07, Benjamin Baumgartner, 0,00. Bon, ils n'ont pas la même position, les deux. Alors, bien sûr, mais pour dire qu'on se posait la question, je pense qu'on n'était clairement pas les seuls. En regardant les temps de jeu, tout d'un coup, on a vu apparaître la 4e ligne, on a fait « Waouh, ils existent encore !» Bon, je pensais qu'ils étaient rentrés déjà se doucher, quoi. Et puis non, ils jouaient encore un petit peu. Jordan Bougro n'a pas joué non plus, du côté fribourgeois. Et après, effectivement, tu fais pas jouer un gars après 60 minutes. C'est dur. Qu'est-ce que tu vas le rentrer ? À moins que tu aies un blessé à ce moment-là. Mais ça doit être quand même joueur quand tu es Benjamin Baumgartner, tu es venu à Lausanne, on prend de Davos, avec un pedigree relativement intéressant, joueur qui marque une bonne trentaine de points par saison. On s'attend à ce que tu t'améliores, enfin, pas forcément que tu marques autant de points, mais que tu passes un step dans ta carrière, que tu ailles dans un club peut-être qui a, je sais même pas si on peut dire qu'ils ont plus d'ambition, mais voilà, tu vas dans un club, tu sors de ta zone de confort. C'est compliqué, hein. Et j'avoue que je comprends pas trop parce que je me dis qu'il a quand même des qualités. C'est un joueur relativement petit, donc il a de la vitesse. On se dit assez que la vitesse, speed kills en anglais. Donc, en plus, quand on a des gens un petit peu plus fatigués, on a vu que Fourer, même malgré son truc, il prend de vitesse la défense finalement. En tout cas, il arrive avec de la vitesse. Moi, j'ai pas compris. J'avoue que... Je suis aussi assez surpris parce que si tu estimes que Benjamin Baumgartner ne t'apporte pas ce que tu as envie que le 13e attaquant t'apporte dans le jeu, alors pourquoi tu le prends dans le quart ? Je ne vois pas la raison de ce choix. Au-delà de... Après, Kruger aussi, hein, par ça en défense pour dire... Lui, Foust a tourné à 6 défenseurs. Ouais. On parlait de Chavaya qui a joué quelques minutes. 5 seulement. Ouais, voilà. Est-ce que 5 minutes de Kruger ça aurait changé quelque chose ? Est-ce que si tu enlèves 2 minutes à Genadzi, 2 minutes à Glauser et puis 1 minute à Gernat pour les donner à Kruger, est-ce que ça change quelque chose ? Je sais pas. Hein. Là, on est en train de... Mais en tout cas, ça on prend juste le but de Philippe Fourer. Il part à seul contre 5. Il couche Genadzi et Glauser met du temps à réagir. Ouais. C'est les 2 défenseurs de Lausanne qui ont le plus de temps de jeu. Tout à fait. Est-ce que c'est lié ? Franchement, je peux pas te dire. Est-ce qu'à la 6e minute, il se passe exactement la même chose, que Genadzi fait le même jeu ? Peut-être pas. Là, c'est vraiment de la théorie. À part ça, on dit qu'un défenseur, ça va pas trop se compromettre en se couchant. Faut être un peu sûr de soi. Ouais, et a fortiori quand il y a personne au centre et que tous les Lausannois sont là positionnés. Et que c'est Fourer, tu vas pas te faire passer en injection par Philippe Fourer à la 105e minute. Normalement pas, quoi. Mais voilà, c'est la 41e minute de jeu de j'ai pas envie de parler Genadzi. Hein. Genadzi qui est toujours hyper... à l'interview, après les matchs, il est toujours très très dur avec lui-même. Oui. Je pense que là, il t'en colle une. Si tu vas... Tellement il doit être énervé vis-à-vis de lui-même. Il s'en colle une déjà parce que... Oui, alors.
avec il nous, s'autoflagelle. il est toujours très gentil. Mais oui, ces temps de glace, mais c'est toujours la même chose. Et c'est là aussi où on en revient à, en playoff, c'est celui qui gagne qui a raison. Si c'est Genadzi qui va marquer le but de la victoire 2 secondes avant, tu dis, voilà, il a bien su, il a senti que il était dans un bon soir, donc il l'a encore mis sur la glace. Moi, je critique absolument pas. En plus, sur cette série, je trouve que Genadzi fait globalement des bons matchs. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je me disais, si tu regardes, vraiment, si tu fais que regarder le papier, tu dis que la défense lausannoise, je mets volontairement Marty un peu de côté parce que je suis moins convaincu que certains par ce joueur globalement, mais sur cette série encore plus. Mais quand tu as Frick, Gernat, Eldner, Genadzi, Glauser, moi je me dis que tu as quand même déjà un top 5 défensif qui est vraiment pas mal. Oui. Si ton 6 c'est Marty, tu dis voilà. Tu t'en sors pas mal tu aussi. t'en sors quand même bien. Hein. Et après en 7, comme tu dis, tu as Kruger. Et je me dis, finalement, ça devrait pas être Lausanne qui a ce problème de défenseur qui passe les 40 minutes de match de glace. Ouais. En face, Fribourg, c'est Gunderson qui est à 38. Mais après, on arrive à Fourer à 33, si je me rappelle bien. J'ai plus les chiffres sous les yeux, mais ça fait erreur, c'est ça. 33 Fourer, 41 Jenny, c'est 8 minutes d'écart. C'est vraiment énorme. À 8 minutes, on peut dire à peu de choses près que c'est un tiers. Voilà, en gros, où c'est 10 minutes de jeu pour Temernes. Oui, j'étais sûr, je me suis dit là, je on trouve forcément arriver vivement la fin de saison. Mais et on parlait avant de la récupération de Berra, frais, pas frais, Bolsazer, frais, pas frais. Là, ça va être une vraie thématique, parce que mine de rien, Genadzi, il est vraiment pas vieux, non. mais 41 minutes quand même. Et alors Glauser, je m'inquiète un petit peu moins, parce que lui, alors, il a 26 ans, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de souci, ça devrait le faire, même si je pense que ce matin, ça siffle un tout petit peu. Chez tout le monde. Hein. Mais voilà, c'est pareil pour tout tout le monde. La meilleure paire de défense sur ce match, je crois que ça a été Frick Eldner. Je suis assez de ton avis. Et j'ai regardé un peu les statistiques, c'est la paire qui est la plus dominante. Lausanne est dominant quand cette paire-là était sur la glace. Alors, tant mieux, mais effectivement, souvent, il y a une question aussi sur les étrangers lausannois qui dit, je ne veux pas dire de bêtises, c'est David Munoz de Leon, les étrangers de Lausanne décriés, voire démolis au début de saison. Là, maintenant, on encense Paré, Gernat, Sekac. Est-ce qu'on peut donner enfin du crédit à Svoboda ? Je dirais que Gernat, il est très bon. On n'a jamais tellement critiqué à la base. Il était top score après 5 matchs. Donc, lui, je pense que c'est... En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a été critiqué à ce micro, ni par d'autres, peu importe. Mais ça me fait penser quand on voit Temernes, quand on a peut-être... est-ce que Gernat ressemblerait plus à un Vatanen dans le sens où il marque un peu plus de buts, mais qui dirige un peu moins le truc. Je pense qu'il est très très bon, mais qu'il a un tout petit peu moins d'impact que dans le jeu qu'un Temernes, justement. Et Sekac, maintenant, c'est plus compliqué. Il a aussi... il lui met quoi ? Valzer sur le paletot, cette ligne-là, pour essayer de les contrer. Il fait ses matchs. Il va à la bande, il va récupérer des trucs. Mais il est surveillé. Et il était en sur-régime monstrueux. Il était à 25-20% de shoot, c'était pas possible. C'est ça, c'était presque des lancers francs, ces tirs. Ouais, puis après, il y a des buts dans la cage vide aussi qu'il faut pas négliger. Contre Ambry, notamment. Absolument. Mais c'est logique qu'à un moment ou à un autre, ça fonctionne pas. Parce qu'à un moment, il y avait un moment quand même où c'était presque indécent. À chaque fois qu'il tentait quelque chose, ou qu'il avait le puck, ou qu'il voulait faire un dribble, il se retrouvait face au gardien. À peu près, il éliminait tout le temps les gens, il gagnait tous ses duels à la bande. Les pucks, le puck était émonté à sa crosse quasi pendant 15-20 matchs. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on a démoli certains joueurs ? Déjà, je pense pas. Je parle de nous, parce qu'on s'occupe de notre cas déjà. Par contre, est-ce qu'on a critiqué Sekac ? Moi, le premier, oui. Est-ce qu'il était critiquable à Noël, Jiří Sekac ? Oui. J'espère que oui, parce qu'il n'était pas au niveau attendu. Et le niveau attendu, on l'a vu un peu après. Et tu dis, mais est-ce que c'était critiquable de se dire que ce qu'il montrait depuis le début de saison, c'était pas ce qu'on attendait de lui ? Regardez ce qu'il a fait après, les gars. Et donc, moi, je pense qu'on a le droit d'être critique quand on estime que ça a le mérite de l'être. Est-ce qu'on a raison tout le temps ? Je pense pas, et je crois qu'on est les premiers à se dire quand on a tort. D'ailleurs, il ne faut jamais écouter nos pronostics. Il y aura la petite capsule Paris Sportif juste après. Ne nous écoutez pas, on est les premiers à dire quand on se plante. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà. Et puis après, par rapport au crédit à donner ou pas à Peter Svoboda, alors ça... dire que Jiří Sekac c'est une mauvaise embauche, je pense qu'il faudrait être un petit peu borné complètement pour le faire. Par contre, alors là où Francis Paré
ne m'avait pas convaincu à son arrivée, malgré il a mis 2 buts en 3 matchs. Il avait été très bon au début. Mais... Moi, je trouve qu'il amenait, il amenait un espèce de... Alors, j'aime pas ce terme de grinta, mais j'ai rien qui me vient... D'intensité. Ouais, c'est ça, un peu... Non, mais... Alors que je trouvais Lausanne des fois un peu mou. Et puis qu'il avait un côté un peu frais, qu'il connaissait pas l'effectif, il connaissait pas le truc, puis il jouait son jeu un peu nord-sud, quoi. Et moi, les échos que j'avais le concernant, c'était que physiquement, ça allait être un peu compliqué pour lui, qu'il était un tout petit peu... lavé, quoi. Voilà, ouais, mais avec Millet dans l'effectif, je voulais pas faire cette blague-là, ou enfin pas faire ce champ lexical-là. Et d'ailleurs, quand Millet est arrivé, je crois qu'on n'a ni été critique ni rien. À notre avis, c'est un super engagement. Même moi, je me rappelle, j'ai dit j'aimais bien cette signature-là. Absolument. Parce que capitaine, parce que justement, être aux Jeux Olympiques, ça voulait quand même dire quelque chose. Et pour encadrer ça, pour les éventuels playoffs, à l'époque, on parlait pas encore de ça. Pour les pré-playoffs, à un moment, il va te falloir du leadership. Donc, je crois que quand il faut donner du crédit, on est aussi là. J'espère, en tout cas. Il y a encore une question de Thiago Neves qui dit pourquoi Ria en 3e alors que finalement la triplette avec Fuchs et Sekac jouait bien. Il se trouve que ça permet aussi de parler de Berchi qui a été monté dans l'alignement et que je trouve que Berchi qui n'a pas un hockey sense exceptionnel mais que quand il joue sur ces qualités-là maintenant en ce moment qu'il est pur son jeu, qui joue en faisant pas trop de tours dans la zone, en utilisant sa vitesse, mais que vraiment il lâche un petit peu plus son puck, ce jour-là, Fribourg va être très content de l'avoir. Parce qu'à un moment, ça rigolait, ça ricanait sous cap en disant les supporters lausannois étaient tout contents de dire vous voyez, vous l'avez signé 7 ans, puis alors on rappelle la litanie du truc. Ça me fait toujours sourire ce genre de truc, alors que laissons-le aller dans sa nouvelle équipe, voyons comment il est utilisé, l'environnement, le truc qui peut tout changer. Du coup, finalement, Berchi, c'est pas si mal que ça en première ligne. En tout cas, il marque des buts. Il a des buts qui sont annulés, mais il l'avait marqué. Donc, il est présent. Par contre, Ria, c'est un peu dommage parce qu'on me signifiait qu'il faisait quand même un travail de l'ombre, que ça se voyait peut-être pas forcément, et qu'on attend de Ria, qui est un buteur, qui marque des buts et pas forcément qu'il aille faire un boulot ingrat, mais que avec Jäger et Kennins, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, Kennins, quelqu'un nous demande aussi est-ce qu'on trouve pas qu'il sous-performe depuis un moment. Un point après l'autre. Moi, ce que je retiens du match de Damien Ria hier, si je regarde ses statistiques en vitesse, c'est 25 minutes de temps de glace, c'est 2 minutes de powerplay sur ces 25 minutes, c'est 0 tir au goal. Ouais, pour un buteur. Pour un buteur, c'est quoi la phrase ? C'est tu rates 100% des shoots que tu prends pas ou une connerie du genre. Et finalement, ton ailier international, un des joueurs qui est censé être ton buteur suisse, disons, avec Christophe Berchi principalement, ne tire pas au but une seule fois en 105 minutes de jeu, dont 25 sur la glace. Je pense que c'est un peu faiblard, effectivement, et c'est lui qui est un peu la victime de ça. Il est mis avec Jäger, qui fait une très bonne fin de saison. Absolument. Donc on peut pas dire non plus qu'il lui met 2 boulets au pied de 10 kilos et puis qu'il peut plus avancer. Jäger fait le job, il a même été assez bon sur le match 1, j'ai trouvé Ken Jäger. Moi j'ai beaucoup aimé Boson aussi sur ces matchs-là. Je trouve que c'est un joueur finalement un peu de play-off et que les gars qui sont un poil moins talentueux, encore que ce serait insultant de dire que Boson n'a pas de talent, mais lui être capable de se faire mal puis être capable un peu de faire du sale boulot ou d'aller dans les bondes et puis peut-être de ramasser des coups, il le fait plus volontiers et je trouve que c'est payant finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, il n'y a aucun souci, tu as bien fait. Donc oui, moi je suis un peu surpris par ce choix de Ria, mais en même temps je le comprends parce que la ligne Ria, Fuchs, Sekac ne fonctionnait pas vraiment depuis le début de la série. Absolument. Ou comment... Même contre Ambry, c'était pas flamboyant. Donc tu dis à un moment ou à un autre, il faut changer quelque chose. Et on parle tellement souvent du fait que les playoffs, c'est un moment d'ajustement, c'est un jeu d'échecs. Tu dois tenter des choses pour justement inverser une tendance que tu es peut-être en train de voir, que nous, peut-être, on voit peut-être un petit peu moins depuis notre tribune, avec notre œil moins aiguisé. Complètement. Mais peut-être que là, il se dit, je vois que cette ligne, elle va peut-être pas en l'état, ne va pas m'amener grand-chose. J'aimerais que ma ligne Fuchs-Sekac X match en face celle de Dernay. Et si j'arrive en deuxième rideau à avoir Ria
qui vient peut-être, lui, contre une ligne, on va dire quoi, la ligne 2 de Fribourg, ou la ligne 2 de Fribourg. Peut-être que là, il pourra faire la différence. C'est peut-être l'idée là derrière. Et surtout, l'idée, c'est peut-être aussi d'utiliser le fait que Christophe Bertschy est un tout petit peu meilleur en ce moment quand même. Voire la main chaude, quoi, hein, finalement. Il est clairement meilleur. D'ailleurs, j'ai dit un tout petit peu, mais il est clairement meilleur en ce moment, Christophe Bertschy. Donc l'idée peut-être là aussi c'était de valider ça, et d'ailleurs on l'a vu de retour sur le Powerplay, Christophe Bertschy, ce qui n'était pas le cas à un certain moment. Donc il y a des petits ajustements qui ont lieu, et finalement plutôt que je pense plus qu'une dégradation de, je sais pas si ça se dit mais on va le dire après plus d'une heure de podcast, de Ria en troisième ligne, c'est plutôt une promotion pour Christophe Bertschy en première. Maintenant moi j'ai une autre question avec cette ligne Bertschy, Fuchs, Sekac, c'est est-ce que vraiment Fuchs c'est un centre numéro 1 dans cette ligue? C'était une question qu'on se posait déjà à la base. On l'avait posée avant la saison. Et je pense que pour l'heure, centre 1, c'est quand même, ça demande des harnais quand on voit... Tu te prends Kovar en demi si tu joues Zug, disons, en centre 1. Voilà, et Kovar là qui est en train de plutôt remonter d'ailleurs après une... et tu prends Malguin, et il y a quand même un léger décalage entre Malguin et Fuchs, sans faire injure de nouveau à Jason Fuchs, qui est un excellent joueur de hockey, qui a un super sens aussi, qui voit bien, qui a une très bonne vision. Mais pour moi, Milly est plus un centre numéro 1 finalement dans la configuration du LHC à l'heure actuelle que Fuchs. Et oui, c'est vraiment pas dépréciatif pour Jason Fuchs. Quand on parle de position dans l'alignement, c'est souvent aussi quand on dit est-ce que Samuel Vazer c'est un bon deuxième centre en Suisse? Pas vraiment. Par contre, si ça devient ton centre numéro 3, là tu dis il est plus à sa place, il a un costume qui est plus à sa taille. Exactement. Et j'ai l'impression que quand Fuchs doit être ton centre numéro 1, c'est quand même un tout petit peu difficile. Et il manque peut-être justement ce premier étage de la fusée qui pourrait permettre justement à Fuchs de jouer en 2 et donc de descendre tout le monde d'un cran. Alors peut-être que Jäger, parce que c'est vrai que la question sur Kenin, savoir un peu s'il sous-performe pas, moi il me déçoit forcément quand on sait ce qu'il vaut, pas forcément que sur le plan financier, mais sur le plan du jeu. Le plan technique, des fois... Ou physique. Lundi au Pécaliste, Geoffrey Vauclair a mis en lumière son travail sur le powerplay. À un moment, il est à la ligne bleue. Il doit faire une passe à Milly, c'est clair et net. Puis après, il doit foncer au goal. Moi, un joueur qui est physique comme ça, il a des parpaings à la place des points. C'est le gars, t'as pas envie de lui dire deux fois. Et petit zizi ou machin, ou je sais pas, tu fais pas trop chier Ronald Skenins, à mon avis. Tu vas vite t'en prendre une. D'ailleurs, il n'y a pas souvent des bastons avec Ronald Skennis parce que je pense que c'est un malade mental et qu'il ne faut pas aller le faire chier. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais je suis assez d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi, par contre. C'est un fou. Voilà, plutôt un... J'irai pas me frotter à Ronald Skennis, mais comme on dit chaque fois, je pense que je me frotterai à pas grand monde dans les équipes. Mais encore au moins à Ronald Skennis, si tu dois choisir entre deux poisons. Ton combat en te disant, ouais. Par contre, ce qui est un tout petit peu plus inquiétant avec Ronald Skennis, c'est son contrat jusqu'en 2026, alors qu'il a 31 ans. Voilà. S'il joue comme ça, en plus, de nouveau, si il arrive à relever la tête, il n'y a pas de problème, hein. Mais à un moment, il y avait quand même ces questions de surpoids, il y a eu cette histoire de retour des Jeux Olympiques et tout. Il a été mis en tribune, on s'est dit, tiens, est-ce que ça lui fera du bien? On avait l'impression que ça lui faisait du bien. Peut-être que si Jäger est bon, c'est aussi parce que il faut reconnaître que Kenin va peut-être débloquer un peu le jeu, va bloquer quelqu'un et puis faire de la place pour Jäger. Si on regarde les buts, des fois, c'est un peu Jäger qui se crée aussi des situations lui tout seul. Hein, ouais, donc, complètement. C'est difficile. Et après, je mets en avant son contrat. Je pense qu'on doit le dire au moment où il le signe, c'est durant la saison 2021, que c'est un peu long. Un peu long, oui. Mais il le signe au moment où il fait sa meilleure saison en carrière. Il fait une saison à 35 points. Ouais. Est-ce que c'est une erreur? Moi, je pensais que c'était une erreur à ce moment-là de le signer aussi longtemps. Mais par contre, de mettre sous contrat ce Ronald Skennis que tu avais dans ton vestiaire à ce moment-là,
Encore une fois, je crois qu'on essaie le minimum de fois de faire du révisionnisme puis de dire ah, bah, c'était une erreur, regardez ce qu'il fait maintenant. Non, si à l'époque on trouve que c'est pas totalement stupide, bah on se rappelle en général de ce qu'on dit mutuellement. Le contrat de Rafael Diaz, est-ce que 4 ans c'est une bonne. Est-ce que le contrat de Rafael Diaz, c'est bien d'avoir pris Rafael Diaz? Oui, on sait que 2 ans ce sera super. On se pose des questions sur les années 3-4, en tout cas personnellement. Et puis d'autres se poseront moins de questions. Est-ce que le Valzer 5 ans, et c'est une bonne chose? Que Berchi 7 ans, c'est une bonne chose? En même temps, les oracles de Colfax, pour savoir, et je défie à peu près quiconque de me dire oui, mais Berchi a 33 ans, dans 6 ans. Le contrat de Chervet, 7 ans. Tu l'as dit aussi une fois, le style de jeu de Chervet, l'intensité qu'il met dans les bandes, c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Qui peut dire quelle sera l'énergie, les batteries, à quel point elles seront remplies de Tristan Chervet dans 5-6 ans? Alors ça... Non, je te pose une question. T'as quoi comme option si t'es John Foust? Puis je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ça devient longuet. Quoi qu'on a plein de choses à raconter. C'est super, une série romande. J'adore. Et on a bien dont on parlait juste derrière. T'es John Foust. T'as quoi comme option qui se fera toi finalement? On parle justement de la fatigue. Est-ce qu'il faut lancer des éléments un peu plus frais dans la bataille? Frolic est blessé, donc c'est pas un élément frais à rentrer dans... Almond, finalement, c'est dommage, parce qu'il aurait fait du bien. Almond ne peut pas avec jouer. Son doigt, là, je sais pas s'il est encore bon pour... Non, je pense qu'il est pas prêt à jouer, pour l'instant. Après, tu sais jamais en play-off. Je dis pas c'est les doigts, quand même. C'est quand même compliqué. Et certains joueurs, on va pas les nommer, je parle pas forcément de Lausannois, tu dis non mais c'est bon, les doigts c'est pas ce qu'il utilise le plus pour jouer au hockey, mais tant que les épaules sont là et les genoux pour certains, ça suffit. Ou les coudes. Mais lui c'est pas que ça, donc je pense quand même qu'on n'est pas prêt de le voir tout de suite de ce que j'ai cru comprendre. Mais t'as un Corey Emerton sur le banc, mais en même temps il est sur le banc en tribune depuis suffisamment longtemps, mais ça implique que tu dois te séparer d'un de tes 4 étrangers qui sont sur la glace. Garnat, tu le touches pas, j'ai l'impression. Non. Paré, tu touches pas. Mili, tu touches pas. Puis C4, tu touches pas. Voilà. Donc, tu as répondu à la question. Voilà, mais on pose des questions. T'as Baumgartner qui a joué 0 minutes, très bien, mais tu dois le mettre au centre. On aime bien le mettre au centre, Baumgartner, et je pense que c'est sa position. Maillard fait pas un mauvais match sur ce qu'il a eu à faire durant cette... D'ailleurs, la quatrième ligne avec Krakauskas et Douai, elle est au niveau des expected goals. Alors tu me diras, forcément, elle en marque un, puis... Elle joue pas beaucoup, donc c'est extrêmement bon, mais c'est pas que c'est pas très... C'est pas très concluant comme stat. Par contre, je les ai trouvés qu'ils étaient très présents en zone offensive. Les 7-8 minutes où ils ont été sur la glace. Mais du coup, c'est peut-être des joueurs qui sont déjà présents sur la glace que va venir la solution justement pour John Foust en disant, ben voilà, une ligne Maillard, Krakauskas, Douai, en la faisant un peu plus jouer, en essayant peut-être un peu plus d'utiliser cette intensité qu'ils sont capables d'amener. On peut essayer d'aller déranger Fribourg-Gotteron durant ce match-là, où ce sera à la maison, l'énergie est quand même censée être du côté de l'équipe qui joue devant ses supporters. J'ai quand même toujours un petit peu cette sensation-là. Est-ce que c'est Baumgartner ta solution? Mais ça veut dire que tu dois mettre Maillard peut-être sur une des ailes à la place de Krakauskas, mais Krakauskas, il amène un petit quelque chose quand même. Moi, il y a quand même toujours une question que je me pose quand je vois Baumgartner sur le banc à 0 secondes. T'as Fabio Arnold sous contrat. Si tu dois envoyer un gars aller mettre 2 pains et puis juste peser sur le match, pas techniquement mais physiquement, pourquoi tu n'utilises pas un gars comme ça? Complètement. Alors, sans faire des comparatifs, mais quand je vois Timo Hausner, quand je vois même Bougro, ces joueurs-là, tu leur donnes un peu de temps de jeu dans ces moments-là. Un Gaëtan Jobin, c'est plus compliqué. Alors, il se trouve qu'il est en play-off avec Chaux-de-Fonds, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est plus compliqué, mais effectivement, certains joueurs, mets-les. À ce moment-là, si tu veux mettre Krakauskas, puis en plus, c'est incroyable, c'est lui qui marque le goal. Ouais. En allant faire le job, en fait, moi, ce qui me rend timbré, c'est de me dire, le coach, il doit être là à dire, les gars, faites jouer comme ci, jouer comme ça, en play-off, c'est là que ça se marque, c'est en allant mettre de la pression en forecheck, vous allez récupérer le puck, vous verrez, les bonnes choses vont se passer. Krakauskas, il marque son goal, c'est exactement comme ça. Le coach, il se dit, merci Emilius, t'as bien écouté. Pourquoi les autres font pas pareil? Très belle célébration au passage. Je pense que les fans de Fribourg-Gotteron qui étaient devant lui, vers qui il a célébré, ils ont dû apprécier. Il a rien fait de répréhensible. Hein. J'ai trouvé que c'était... J'aime bien les petits buts à l'extérieur, tu essaies de relancer un peu l'énergie, etc. Il va Sur bien. l'échelle de Kylian Motet, on était à quel niveau de la célébration qui fait plaisir?
Ouais, moi, presque plus celle de Krakowska. Ok. Ouais, Parce qu'alors Kylian Motet, alors là, je pense que il doit avoir autant de détracteurs que d'amateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs du côté de Fribourg-Gotteron et beaucoup de détracteurs dans tout le reste du pays. Ouais, je voulais dire, ça se passe du côté de Châtel-Saint-Denis au sud et puis du côté de Gand au nord, à mon avis, les détracteurs, pas détracteurs. Voilà. mais je vais faire une blague complètement nulle. avec des tracteurs et tout. Oublie. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que moi, ce que j'aime bien de ce joueur, c'est le fait qu'il aille sous la peau du... Il sait comment faire, il sait qu'il fait chier tout le monde, mais il le fait très très bien. Il agace les trucs, il est avec son protège-dents, je sais pas ce qu'il y a sur les trucs. Une espèce de moustache là. Et ça énerve. Il va haranguer la foule, il passe devant le banc Lausanne en faisant un fist bump, en se mettant à genoux et tout. Il sait exactement. Ça se trouve, il va piailler devant le banc quand il passe devant. C'est tout ce que tu peux faire pour énerver l'adversaire en play-off dans les règles, sans en essayant d'énuquer un type et tout. Moi, je suis 100% pour. Ouais. Tant que ça reste correct, et on parlait de jeu propre, mais qui a le droit d'être dur, qui a le droit d'être provocateur, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce que tu disais avant est très juste. Et c'est là où Lausanne doit aller gagner son match, c'est devant le but de Reto Berra. Parce que Berra arrêtera 100% des shoots dont il verra le départ du puck. D'ailleurs, sur Powerplay, quand il y a toujours ce décalage où ils se mettent très très à l'aise, enfin, il est même pas au rond. Quand on a le shoot de Gregory Hoffman, par exemple, qui est beaucoup plus à l'intérieur, mais en s'excentrant, j'étais là chaque fois. Tu crois battre Reto Berra avec un shoot excentré? C'est impossible. Aucune chance. Et si Lausanne veut aller gagner son match, c'est là que ça va se passer. C'est devant Reto Berra, c'est en le masquant. Et j'ai l'impression que, alors je dis pas que c'est facile d'aller prendre position devant le gardien, d'aller l'embêter, d'aller le masquer. Quand c'est Edner et Glauser lors du match 4 qui doivent aller faire ce sale boulot, ça m'embête un peu. Bah, John Fuss s'est défendu. Enfin, s'est défendu, il n'était pas attaqué, mais elle s'est expliqué après le match en disant lors de la dernière minute de jeu, quand tu dois aller chercher un but, c'est plus une question d'aptitude technique, tactique. Absolument. Ou je ne sais quoi, c'est une question d'énergie. Et à ce moment-là, j'en vois mes joueurs qui ont le plus d'énergie. Et ça a clairement payé. Donc moi, je comprends sur l'aspect théorique de la chose, mais j'aime bien sa remarque et je trouve que ça, c'était un bon coaching vu que ça a fonctionné. Absolument. Si ça n'a pas fonctionné, on lui pose la même question, puis il nous explique ça, puis on lui dit « Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu crois ?» C'est difficile aussi d'analyser ce qui se passe quand tu dois aussi parler du résultat après. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bon, les paris sportifs, on va pas faire attendre tout le monde puis mettre les matchs du samedi. Un moment, j'y ai pensé. Toi, tu m'as dit, on va mettre les matchs du jeudi, c'est quand même plus malin. Parce que sinon, après, on va faire des théories sur oui, mais s'ils gagnent puis qu'ils perdent, ouais, super. On va pas s'en sortir. Demain, jeudi soir, on a les actes 5 pour le match Zurich-Bienne, pour la série Zurich-Bienne, et 4 pour les 3 autres. Tu pars sur quoi? Alors, pour moi, il y a 2 options qui me viennent assez facilement. De toute façon, vu qu'on aura tort, on peut être très serein dans ce qu'on va dire. Lausanne à la maison, qui a une cote que je trouve assez intéressante, c'est avec handicap à 3 contre 1. Ouais. Je trouve ça assez chouette. Et dans le genre à la maison avec une bonne cote, je pense que Bienne s'est pris un coup sur la tête mardi soir. On en parlera un petit peu plus tard. Et Zurich avec handicap à 2,5 à la maison, je trouve que c'est assez intéressant aussi. Moi, c'est les 2 choses qui me... Voilà. Après... Si tu veux aussi t'amuser, c'est Zug à l'extérieur à Lugano, mais en même temps, une équipe qui a mené 3-0. Tu as toujours cette espèce de sursaut de l'équipe. Absolument. Et... Moi, c'est ça qui me chatouille un peu dans cette histoire. C'est que... Je suis d'accord. Alors, Davos-Rapperswil, on peut en parler maintenant d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, vous n'avez pas l'impression que vous avez sous-estimé... mais il le dit très gentiment, il faut être clair. Est-ce qu'on n'a pas été un peu... comment dire, même si la série n'est pas finie, Fabien Luiz, allez-vous prendre Rapperswil au sérieux. Et c'est qu'on était plus à se dire que quand même Davos, mais on se fait chaque fois avoir par Rapperswil. Bon, toute la saison, on les a vraiment pris au sérieux Rapperswil, et je pense qu'on a vanté la... qu'est-ce que tu nous as cassé les pieds avec Chervenka, alors ça c'est clair qu'alors qu'on nous l'a vanté. Hein. Nico Duner, on n'en parle pas assez à ce micro. Mais non, là, c'est John Marco Vetter, hein. Le mec, il est... 4 goals, sérieux. C'est incroyable. C'est Schoenwetter, là, clairement. Ouais. C'était obligé.
Mais c'est incroyable. Donc oui, est-ce qu'on doit les prendre au sérieux? Clairement, je pense qu'on les a pris au sérieux durant toute la saison. Puis au moment où au moment où il faut jouer les playoffs, puis tu commences à dire ouais mais ça va s'arrêter. Corvi quand même, puis la ligne des Ouais, étrangers. puis Ambul, il est toujours là pour Et en Schliemann, planter meilleur un. gardien de la saison régulière. Et on s'est fait choper, clairement. Alors ça, il y a pas à tortiller. On s'est clairement fait choper par Rapperswil. Mais jouer Chat échaudé. Rapperswil à Davos dans un match potentiellement décisif. Mais la cote, elle est plus intéressante que Zug ou que Lugano, finalement. Parce Rapperswil que- est à 3,20. Parce que les books, ils sont là à se dire un peu... J'ai l'impression, finalement, ils pensent comme nous. Les cotes que j'ai dit actuellement, en fait, c'est les estimations selon Odds Portal, si jamais, Ouais. qui sont une moyenne de toutes les cotes qui sont sorties sur les différents bookmakers. Il faudra voir ce qui se passe. La Loro n'a pas encore sorti. Mais ça donne quand même Ça toujours... a une très bonne tendance. Et surtout, ça, elles sont très évolutives à ce moment-là, vu que les marchés viennent d'ouvrir. Mais toi, tu joues Lausanne-Fribourg. J'aurais presque envie de jouer peut-être les buts. Un petit score. En se disant qu'on va pas avoir trop de buts. Si on réfléchit, ça a plutôt été à Fribourg qu'on était sous les 5 goals. Et puis forcément, le match à Lausanne qui était un peu plus débridé, on a eu 8 goals qui étaient marqués dans le temps réglementaire. Donc la tendance serait plutôt de jouer l'over. Mais en play-off, moi je me dis quand même que ces matchs où il y a plein de goals, on a tendance quand même à serrer un peu les boulons. Donc ouais. Après, on fait ces théories et puis on se fait traiter de grands clowns sur les réseaux sociaux. parce que... C'est le but du jeu. Voilà, ouais, exactement, bien sûr. Sinon, on le fait pas. Hein. Mais je remarque qu'il y a quand même plus de remarques quand on s'est planté que quand on dit des trucs justes. Ouais. Ça fait, On l'accepte. ça fait partie du jeu aussi, il n'y a pas de problème. Donc demain, faudra voir sur nos réseaux sociaux. Exactement. Lorsque les cotes seront sortis sur la Loro, on va vous donner nos paris. Moi, il y a quand même de très bonnes chances que je continue avec mon entêtement sur Zurich. Mhm. Là, j'aime bien aussi cette idée-là. C'est celle qui me semble presque le... Ah, mais je vais dire safe, mais alors non. Mais qui me semble plus juste. Voilà. D'ailleurs, pour parler de Bienne, c'est tout de suite. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, chose promise, chose due, on finit avec Bienne. Poursuis avec Bienne. Ouais, bon, on va quand même finir aussi. Pour cette série, avant de commencer, il y a 2-2 dans la série. Zurich était mené 2-0. Et après avoir gagné 2 fois 1-0, 2 blanchissages pour Jakub Kovar, Zurich est revenu à niveau. C'est assez fort. Et finalement, la stérilité offensive de Bienne s'explique. Et là, on a une question pour commencer de François Tournier. Que pensez-vous du traitement du cas Marty? Ça aurait été Barberio. Le CEO de Zurich aurait sûrement été au tribunal. Tandis que la presse romande n'a pas vraiment l'air de jouer son rôle de porte-parole du hockey roman. Même si Blick, français, la rédaction doit davantage parler allemand que le Welsh. Ouais, alors, Je suis surpris, Grégory. Je pensais quand même que tu parlais français. T'as vu comme je cache mon jeu depuis Ouais. longtemps? Non, alors je suis un tout petit peu surpris par cette question parce que justement, et je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai raison et d'autres qui ont tort ou c'est pas une question de donner les bons ou les mauvais points, mais justement, je crois que je suis le seul à avoir thématisé en Suisse romande le fait que Christian Marty s'en est beaucoup trop bien sorti. Affreux. Cette vieille charge. Moi, j'ai détesté ça. Et on peut donner à cet auditeur, et je peux tout à fait comprendre ou entendre qu'il n'ait pas lu, parce qu'on ne peut pas tout lire, tout entendre. Absolument. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Mais juste l'aspect... Oui, j'entends l'histoire de la presse qui doit aussi jouer un rôle. Et encore, parce que moi, si je commence dans une série, admettons, Lausanne-Berne, ouais. Si je commence à jouer le rôle du porte-parole de Lausanne, il y a quand même X% de fans de Berne qui sont francophones, qui me diront, dis donc mon gars, t'es gentil, mais tu t'adresses aussi à nous. Donc moi, cet aspect-là, je l'entends dans un certain sens. C'est plutôt avec un regard qu'on va donner. On va regarder la série Lausanne-Berne avec le regard lausannois. Exactement. Mais pas l'aspect porte-parole, le terme porte-parole me dérange un petit peu plus. Alors, il me dérange complètement. Par contre, c'est une évidence que si la charge de Christian Marty avait eu lieu dans la série Rapperswil-Davos, j'en aurais pas parlé. Ouais. Parce que la série Rapperswil-Davos, pour mes lecteurs à Blick francophones, j'estime que ça n'a pas d'intérêt. Absolument. Et on me dira, ça n'a pas d'intérêt. Tout a un intérêt à un moment ou l'autre. Mais à un moment, il faut choisir ses combats. Il y a une série Lausanne-Fribourg qui se passe.
les projecteurs sont un peu braqués sur la série Lausanne-Fribourg. Une série Bienne-Zurich, puis il se passe un truc dans une série qui est la moins intéressante, entre guillemets, pour les romans. On peut pas se démultiplier non plus. Exactement. Alors qu'en saison régulière, quand tout d'un coup il y a une vieille charge dans une soirée, un mardi où il y a 6 matchs, bah on va quand même la mettre en exergue aussi. On pourrait en tout cas. Et encore. Si c'est Fabrice Herzog, on le fait volontiers. Si c'est Herzog, on le fait volontiers. Parce qu'il y a aussi un aspect récidive. Mais là, en l'occurrence, moi, j'estime avoir donné mon... Et je me sens pas du tout attaqué, qu'on soit clair. Bien sûr. Par cette question. Mais j'estime, en tout cas, justement, quand moi je vois ça, je me dis, ouais, alors là, je vais donner mon avis. Quand je vois qu'il y a pénalité de match rétroactive, super, quoi. Alors, par chance, Bienne avait gagné son match. Pas dans le powerplay consécutif à ça. C'était sur Kunsley, la charge. C'était sur Kunsley. Et Kunsley n'a pas eu de séquelles aussi parce que il peut quand même. Peut-être la première contre l'angle du but. Ouais, ça peut très très mal se finir. Ça peut vraiment mal se terminer. Et pénalité de match rétroactive. Et basta. Moi ça m'a énervé. Et donc j'ai fait un commentaire sur notre site de Blick francophone où il y a une rédaction francophone, et de temps en temps, et on l'a déjà expliqué à ce micro, mais là encore une fois, c'est vraiment pas une défense, mais on l'a déjà expliqué, les articles que j'estime intéressants sur le hockey qui peuvent intéresser les francophones, je vais en général faire moi-même le travail de traduction ou demander de faire le travail de traduction à quelqu'un de la rédaction. Un exemple que j'avais donné, c'est l'interview de Tristan Chervet quand il y avait l'histoire des fans qui avaient été invités dans le vestiaire pour parler au leader de Berne. C'est un roman, ou assimilé roman, ou bref, c'est une figure. Quand il est aux Jeux Olympiques, quand il est au Championnat du Monde, puis qu'ils sont ensemble sur les trucs Instagram, il est toujours avec les romans. Il est avec les romans. C'est un roman qui parle. Berne, c'est une thématique qui intéresse. Là, je vais en parler. Parce que, je vais demander la traduction. Ouais. Ou alors, j'avais fait un sujet avec David Ebicher, qui joue certes à Rapperswil, mais c'est un roman qui joue à Rapperswil. C'est toujours cet angle-là qu'on essaie d'avoir, soit par mon regard quand j'ai le temps de le faire et les bonnes idées s'il y en a, ou les collègues alémaniques quand ça m'intéresse. Par contre, quand mes collègues alémaniques thématisent la bourde de Zurkirchen avec Kloten en prolongation d'un match de Swiss League, ça, à aucun moment, je vais me dire « on va le reprendre ». Oui, ils sont plus nombreux, mais par contre, le regard qui va être pris et qui va être donné par le site pour lequel je travaille va toujours être dans l'intérêt des lecteurs en Suisse romande. Absolument. Pour revenir sur cette série, là, ce match-là, comme le Bienne a gagné, on a un peu mal pris, parce qu'ils étaient magnifiquement revenus, ils étaient menés 3-0. On se disait que ça allait être facile pour Zurich, finalement. Non, 3-3. Et 4-3, finalement, en prolongation. C'était bien vu, finalement, c'était bien fait pour Zurich. Voilà, vous avez voulu jouer au plus malin, vous l'êtes pris dans l'os, c'est très bien. Là, c'était très, 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 très tendu lors du match 3. Et ça aurait pu tourner, effectivement, t'aimes bien utiliser le terme de coin flip, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Il se trouve que Chris Baltisberger a délivré Zurich à la 89e. Sur un tir qui a été légèrement dévié, et c'était Elien Pope qui gardait la cage, et Elien Pope a très bien gardé la cage, parce que quand tu finis à 1-0 à la 89e, un score de foot, c'est que finalement les gardiens, ils ont plutôt bien joué leur rôle. Il y a un arrêt, mine de rien, de Jakub Kovar sur Jere Salinen dans ce match, Mike Indrazis, qui est incroyable. Puis il arrive à sortir le puck, alors qu'on se dit que c'est goal absolu. J'ai l'impression quand même que, autant ce match-là, peut-être que Bienne est passé à côté de quelque chose, autant visiblement sur le match 4, que Zurich a aussi gagné 1-0 sur un but de Noro. C'était quand même plus Zurich qui dominait l'histoire, en tout cas en termes d'expected goal aussi. Et qu'il avait remis Shikin, Tormenan, dans les goals, qui a de nouveau fait un super match, puisque que 1-0 encore une fois. Mais que les détails là tournent un petit peu plus en faveur de Zurich en ce moment. Ouais, alors pour moi, où Bienne perd l'avantage, disons, c'est dans le match 3 à Zurich, parce que je pense que ce match-là, si tu regardes purement en termes de probabilité de victoire sur ce qui a été présenté sur la glace, Bienne est environ à 70% de chances de gagner en ayant dominé Zurich, en ayant été très 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 bon. Malgré Elien Pope, ou je veux dire malgré, mais c'est aussi grâce à, c'est les deux, parce que malgré la titularisation d'Elien Pope, mais grâce à son très bon jeu, parce qu'il a été bon, il a eu moins de travail que Kovar. Le goal, il n'y peut pas grand-chose. Non, vraiment pas. Mais ce match-là, il y a 2-0 dans la série, tu vas à Zurich, tu domines Zurich sur sa glace.
il y a la prolongation, et on en a suffisamment parlé de ces prolongations où ça peut vraiment partir dans les deux sens. En l'occurrence, malheureusement, c'est parti du côté zurichois alors que c'était pas franchement mérité. Après, derrière, voilà, tu as quand même un grand coup sur la tronche. Et derrière, c'est un peu plus compliqué. C'est le match perdu à Zurich, le match 3, c'est le seul où Bienne doit s'imposer selon toutes les probabilités de victoire avec les statistiques qu'on a pu trouver en expected goals, en Corsi, etc. Donc c'est quand même là parce qu'ils volent pas les deux premiers, mais ils font tomber la pièce de leur côté dans le match 1 et 2, et le troisième où ça doit tomber, malheureusement ça tombe pas du là. Et finalement il manque aussi offensivement, et pourtant on a quand même thématisé sur l'Armada, c'est peut-être mais ils ont 3 lignes qui sont super à Bienne. On a mis en exergue Salinen, alors là on avait Kunti qui était de retour, mais est-ce que, alors après c'est facile de dire ça aussi, mais c'est notre rôle de poser des questions, est-ce que Bienne est Brunner dépendant? Parce que Brunner fait une super saison, parce que Brunner marque plus de 20 buts cette saison, et là il n'est pas là, du coup on n'a pas la Kunti, Brunner, Künzle. Est-ce que l'absence d'un Damien Brunner qui peut de temps en temps aussi te décider un match? En plus, quand il est à Bienne, il est assez chaud, quoi. C'est un joueur qui met des émotions. J'aime bien ce genre de joueur. Il a de l'expérience à plus savoir qu'en faire. C'est finalement une perte plus importante que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on se dit, Hofer, Kessler, Hugli, on sait que les ailiers à Bienne, il y en a assez. Oui. Il y en a, on n'en a jamais trop, mais on peut faire monter dans l'alignement. On l'a déjà aussi thématisé cette saison en disant, il y en a un qui manque, hop, tu perds Hugli qui part à Lausanne, mais tu t'en fiches. T'as Tino Kessler qui est vraiment pas mal du tout. Et puis à qui tu vas donner plus de temps de glace et tout. Là, est-ce que Gaëtan Haas, est-ce que Rayala, finalement, qui fait pourtant pas des mauvais playoffs, mais il a raté un but. C'est lui qui marque le but en prolongation, mais il en rate un autre en prolongation lors du fameux match qui se termine à la 89e. C'est difficile. Mais justement, tu parles de Rayala qui fait pas de mauvais playoffs. C'est intéressant de voir qu'il a séparé son duo Haas-Rayala, après lequel Antti Turmanen a couru quasi toute la saison. Ouais, il y a Salinen aussi, donc je me suis dit, est-ce qu'il fait jouer les Finlandais ensemble, tu vois? Oui, mais toute la saison, il a quand même essayé, peut-être à tort, de s'entêter ou à raison, j'en sais rien, ça n'a pas fonctionné, donc à tort, c'est toujours la même chose. Mais ce match 4 contre Zurich, t'as Gaëtan Haas qui a 5 tirs au but, t'as Rayala qui a 4 tirs au but. Donc en fait, en les séparant, est-ce que finalement t'as peut-être... Tu maximises T'as peut-être quelque chose d'intéressant, on passe la ligne avec Hofer et Schlepfer, qui est assez étonnante. Hofer, Haas, Schlepfer, tu dis ça va être la deuxième ligne de Bienne en playoff, tu dis ouais, mais alors Bienne il va avoir un petit problème. Pas avec Hofer, c'est juste la présence de Schlepfer qui étonne pour moi. Oui, absolument, mais sur cette deuxième ligne. Mais en même temps, la troisième, c'est Kunti, Künzle, Hugli. Exactement. Donc là, de nouveau, tu te dis, ah ouais, non, Mais oui, là, tu rajoutes un Brunner à cet endroit-là, ou évidemment non, tu mets Hugli à la place de Schlepfer, tu mets Brunner à la place de Hugli, et tu te retrouves avec 3 lignes très équilibrées. Mais, c'est la ligne des 3 H, hein. Hugli, Haas, Hofer, et puis on est bon. Exactement. Il y a cet aspect tactique qui est intéressant de voir si, en les scindant, mais maintenant ça fait, je voulais dire 2 matchs, mais plus de 2 matchs, vu qu'il y a eu un qui allait en prolongation, ou bien n'a pas marqué un but, après avoir été dominant offensivement et très efficace devant le but adverse, parce qu'il ne se créait pas énormément de chances sur les 2 premiers, mais ils en ont quand même marqué beaucoup. Je dirais qu'il y a aussi un tout petit peu resserré les rangs derrière. Mais il va falloir trouver une solution. Puis là, on parlait d'ajustement en play-off, et c'est là où justement tu te dis que doit faire Bienne pour s'ajuster. Je vois pas trop d'aspect tactique. J'ai vu que Radgeb aussi était finalement moins utilisé. Est-ce que Turmanen avait un peu peur, c'est beaucoup dire, mais du jeu défensif, il essaye de plus le cacher un peu, comme des fois, on se rappelle que c'était l'entraîneur de Gauthieron, French. Mark French. Voilà, qui avait tendance un peu à le cacher pour pas le mettre contre les meilleures lignes adverses. Là, normalement, il joue avec Löw et ça se passait plutôt bien. Hein. Et est-ce que là, tout d'un coup, petit souci, c'est possible, parce que Yakovenko, Löw joue beaucoup. Grossman joue aussi pas mal, finalement. Grossman qui a fait un coup de genou que j'ai pas aimé. Là aussi, en discutant avec des joueurs et des anciens et actuels qui m'ont dit ouais, si tu veux, mais... en gros, moi, j'ai crié au loup et eux étaient là. Ouais, c'est pas catastrophique non plus.
Moi, c'est ce petit côté frustration de grosse... Sur un jeune comme Ken Sopa, qui est accu sur la glace dans la bande, puis l'autre, il vient, puis il met encore un petit côté nerveux. C'est pas un immense coup de genou dans la figure, mais il y a quand même ce geste. En football, on n'aurait pas aimé du tout. On va voir ça au ralenti, donc... ok, j'ai ce sentiment que c'était pas super, mais voilà. Mais Grossman joue pas trop mal non plus. C'est intéressant ce que tu dis sur Radgeb, sur les statistiques de ce match-là. Le Radgeb, la paire défensive à 0,3 buts escomptés quand ils sont sur la glace sur les 60 minutes. Échelonné à 60 minutes, et défensivement c'est plus de 2. Et en fait quand ils sont sur la glace contre, tu dis alors? Ouais. Et quand ils sont sur la glace, il y a 10% du jeu qui se passe en zone offensive et 90% en zone défensive en termes d'expected goals. Ce qui est incroyable là, et quand on en face, la paire défensive qui a ce ratio là, c'est Gehring-Baltisberger. Phil Baltisberger quand même. Phil Baltisberger. On parle autant Gehring, aucun problème, autant Phil Baltisberger, on s'attend pas forcément. Quand on sait qu'il y a Noro, Marty, le défenseur. Koivisto ou Kivisto? Kivisto. Ouais, alors là. Notre finnois est moyennement au point. Et puis Yannick Weber aussi. Enfin, c'est vrai. On s'attend pas forcément à ce que ce soit cette paire-là qui soit la plus dominante, mais c'est un fait finalement. Et c'est quand même un problème que l'œuvre Radgeb, normalement, pas forcément de marquer 53 goals, mais qu'elle soit juste quand même un tout petit peu dominante et qu'elle crée un petit peu plus, ça semble être la norme déjà. Devrait, en tout cas. Après, il faut toujours voir face à quelle ligne offensive ils sont chaque fois matchés, etc. Mais c'est intéressant de voir que cette ligne-là, offensivement, elle apporte rien. Et donc, là où Radgeb devrait justement avoir ce rôle de défenseur offensif, ça ne paye pas autant que ça devrait. Moi, à Zurich, je me pose quand même toujours la question de Malguin quand même. Qu'est-ce qu'on queenerait s'il manquait des harnais, s'il manquait Fuchs du côté ou Mili, peu importe, hein, du côté lausannois, fribourgeois. Là, ils doivent quand même composer sans leur meilleur centre, à cause de cette charge à la suite de cette charge de Schneeberger qui était selon nous correcte là aussi, comme la charge d'Elner sur Tsverger. Ça va être compliqué de se passer quand même aussi longtemps, et surtout si on va un peu plus loin. Je crois que c'est l'épaule qui est touchée du côté de Malguin. Par contre, tu le remplaces par Garrett Rowe en premier centre, Azevedo en 2 et Sigrist en 3. La ligne de centre, elle est toujours là. Absolument. Mais tu peux pas te dire... D'ailleurs, c'était la ligne Chris Baltisberger, Rowe, Andrighetto. Oui. Quand Malguin n'existait pas, cette ligne, elle existait déjà. Et ça m'a fait sourire de voir qu'elle était reconstituée, alors que Baltisberger avait souvent joué le rôle de 13e, voire ailier de la 4e. Donc, Et Pedretti a perdu cette place justement à l'aile de la première pour partir à l'aile de la 3 avec Sopa et Sigrist. Mm-hmm. C'est intéressant aussi à voir justement les ajustements qui ont été faits là. J'ai pas vu passer, je n'ai pas moi d'informations sur Malguin et je n'ai pas vu passer d'informations sur Denis Malguin, mais ce que tu dis est très juste. Sur une série, ça peut aller, mais si tu dirais qu'il y a des ambitions d'aller très loin, forcément, ton renfort numéro 1 de l'été, t'espères l'avoir sur la glace. Il y a encore juste une question qu'on avait de la peine à placer parce qu'elle est plus générale. C'est Tom Maillot. Est-ce que c'est vrai que la saison prochaine, les playoffs seront étalés pour une meilleure visibilité? La réponse est oui. Visiblement, ouais, mes confrères de Blick ont écrit ça, ou de Watson, je sais plus. Non, je l'ai lu. Non, c'est chez nous. C'est Blick les Maniques. Oui, c'est au moment où il y a eu l'annonce des droits avec les matchs du mardi qui seront présents chez Blick. On l'a thématisé ici ou pas? On n'a pas parlé des matchs du mardi, mais effectivement, je crois qu'on n'avait pas parlé des playoffs qui effectivement... Exactement, mais là, ce sera plus sur Blick, du coup, ça c'est encore en discussion sur comment ça va se passer, visiblement. Mais oui, il parle de faire des matchs de playoffs étalés avec... prenons les cas 2 et 2 en fait. Exactement. Parce que là, en ce moment, on a OK, off. Là, ça serait 2 matchs chaque fois. Tous les deux, les équipes continueraient de jouer tous les 2 jours, mais en alternance. Mm-hmm. Et ça nous permettrait d'avoir 2 matchs par soir au lieu de 4. J'ose pas imaginer ce que ça va donner comme casse-tête pour Hockey Manager. Comment ça va se gérer cette histoire. Mais effectivement, c'est le trend qui est pris. Et on doit d'ailleurs y réfléchir pour le manager. Je vous jure que c'est vraiment pas évident parce qu'il faudra trouver le truc. C'est toujours la même chose. Être le plus fair possible. Exactement. Que ce soit le plus juste possible pour tout le monde. Mais là, on parle de hockey et on parle de visibilité d'un sport qu'on suit et qu'on aime. C'est super. Parce que je peux
je me mets à la place d'un supporter de Fribourg-Lausanne. Si tu lui expliques que la série Bienne-Zurich est incroyable, ben jeudi soir, il va pas dire « Non, en fait, je vais plutôt regarder Zurich-Bienne, puis tant pis pour mon équipe. » Ben non. Si c'est alterné, t'as quand même 2 matchs que tu peux voir, et le lendemain, si c'est pas ton équipe, ben tu peux même zapper entre les deux. Enfin, ouais, on connaît. Pour le produit hockey, c'est vraiment très, très bien. On connaît beaucoup de fans hardcore qui sont capables d'aller regarder un Rapperswil Davos un jeudi soir plutôt que de faire d'autres choses. Bah là, ce sera vraiment mis en valeur. Et le hockey sur glace la Suisse s'inspire de la NHL qui a toujours fait comme ça, avec en tout cas de mémoire, hein, on va dire, depuis que la télévision, avec les grands networks, en essayant de répartir East Coast, West Coast, d'avoir chaque fois des matchs East Coast ou West Coast, puis tout décalé pour que justement... tu puisses voir une fois Connor McDavid, une fois Sidney Crosby, une fois Alex Ovechkin, puis tu puisses voir un maximum de matchs. En Suisse, il faudra voir. Je ne sais pas à quel point, justement, les gens sont bien habitués à leur tradition. Ouais, mais tu vois, le samedi, c'est cool. Mais s'ils faisaient des conférences, comme il y avait un temps à l'époque, ça s'appelait encore Téléclub, c'était assez chouette parce qu'il y avait... Dès qu'il y avait un but, ça allait, mais ça demande une régie qui le fait. J'avais souvent queené à MySports quand ils ont commencé MySports en disant vous voulez pas faire ça, puis eux ils font tout d'un coup un multiplex, mais c'est pas aussi bien que ça. Le côté conférence, en fait, il y a pas, tu coupes sur le gars qui commente, il sait pas que tout d'un coup on va lui passer la parole pour le multiplex. Lui il commente son match, puis ça va switcher sur le moment où il y a le goal. En régie, on rembobine un tout petit peu, on dit « Ah, goal à Fribourg » ou tout coup, ça coupe et hop, c'est intéressant. Moi, j'aimais bien ce moyen de après, tu peux même réfléchir plus loin. C'est de te dire, je sais pas, moi, les samedis-dimanches, vu qu'il y aurait des matchs samedi-dimanche, est-ce que tu joues à 18h et à 20h30 ou à 17h30 et à 21h ou 20h et 21h, j'ai n'importe quoi, mais à 17h et 20h, par exemple. Là, du coup, tu peux commencer à avoir même les 2 matchs. Bon, ça fait des longs studios pour les gars qui sont invités sur les plateaux. C'est juste. Mais ça, c'est impensable de le faire en semaine parce qu'on ne peut pas faire venir des gens à la patinoire à 17h. Par contre, le samedi-dimanche, est-ce que ça deviendrait peut-être à terme une autre option de voir pour étaler encore un peu plus le produit hockey? Mais après, attention aussi à l'effet inverse d'être trop présent. Exactement. Et puis de lasser un peu le fait que ce soit très condensé, c'est quand même aussi assez intéressant. Puis il se passe tout le temps quelque chose. Tu peux zapper sur la prolongation du match qui part en prolongation. Je pense que les gens qui ont regardé Bienne Zurich, qui se disent « Ah tiens, ça part en prolong à Fribourg. On va voir ce qui se passe. » Pas sûr qu'ils soient allés jusqu'au bout, mais ça te permet quand même, le fait qu'il y ait des matchs qui se chevauchent, de temps en temps zapper sur l'un sur l'autre et d'aller tout le temps où il se passe quelque chose. Donc il n'y a pas de bonne solution, comme pour les gardiens entre Fribourg et Lausanne, mais au moins ça nous permet de parler. Eh bien, on est à la fin de cet épisode. J'avais dit on fera pas plus d'1 heure. Tu parles. Bien joué. Fin de l'épisode 24 j'allais dire de Hockey Manager. Ça va très très bien. De Colfax. D'ici mercredi prochain, on en saura beaucoup plus sur ce qui se passe dans notre région, parce qu'avec un match jeudi, samedi, lundi, et mercredi du coup, mais lundi, ça fait qu'il y aura les 3 prochains matchs. On en saura plus sur la série des peut-être qu'on reviendra même sur une date différente pour coller plus à l'actu. Exactement. Peut-être qu'on reviendra à un autre moment la semaine prochaine. Vous suivez nos réseaux sociaux, on sera très présent pour vous dire quand est-ce qu'on enregistre. Aussi pour vous demander de nous poser vos questions. D'ailleurs, on vous remercie parce qu'on a eu plein de très intéressantes auxquelles on a essayé de répondre le plus juste et le plus complètement possible. On en a gardé quelques-unes sous le coude. D'ici la semaine prochaine, on est présent sur les réseaux sociaux, on est même présent sur cette patinoire. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir quand vous nous arrêtez, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et en vrai, et qu'on puisse avoir des réponses de votre part et pas juste nous qui faisons des théories. C'est assez chouette. Donc, n'hésitez pas à nous arrêter si vous nous croisez quelque part. C'est avec plaisir qu'on discute un petit peu. Ouais. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.